Rebonsoir à tous et à toutes. Merci et bienvenue à cette quatrième conférence du cycle de conférences d'alumni Nos belles histoires. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir Béatrice Guéna et Éric Foissier. L'idée, c'est de venir rencontrer des personnalités au parcours particulièrement inspirant. Béatrice et Éric sont tous deux enseignants-chercheurs à l'université, mais au-delà de leur carrière universitaire, nos deux conférenciers du soir partagent surtout une forte appétence pour l'écriture créative, irriguant une carrière d'écrivain. Alors, avant de commencer, je vais vous donner une première information, c'est que la soirée va se diviser en 3 temps. Donc d'abord, on aura la conférence pendant laquelle nos invités vont dialoguer ensemble et partager avec vous leurs expériences, et ce pendant 1 heure. Puis on va ouvrir le temps de questions-réponses. Vous allez pouvoir poser des questions à nos deux invités. Ça va durer à peu près 3/4 d'heure. Et puis on va vous inviter à sortir de l'amphi du théâtre et à venir prendre un cocktail. Et ce sera encore l'occasion de continuer à échanger avec Éric et Béatrice autour d'un verre. Alors je vais passer un petit temps de présentation très rapide parce que c'est pas l'objet, c'est eux qui vont se présenter. Mais voilà, donc Béatrice Guéna est agrégée de lettres modernes et titulaire d'un doctorat en études germaniques et littérature comparée. Elle est maîtresse de conférences en littérature française et comparée à l'UVSQ et elle est membre du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Elle enseigne l'histoire littéraire, la littérature française et comparée, la littérature du 19e siècle, la pratique artistique et l'écriture créative. Elle est également la fondatrice du master Recherche et création littéraire de l'Université Paris-Saclay qui vise à former des professionnels de la recherche, de la création littéraire et de la rédaction, exerçant notamment dans le champ de la culture et du patrimoine. Elle est par ailleurs autrice, metteuse en scène et comédienne. Éric Foissier est lui titulaire d'un doctorat en pharmacie et en droit privé. Il est professeur de droit et d'économie pharmaceutique à la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Saclay, où il enseigne notamment l'histoire de la santé. Il est par ailleurs romancier et nouvelliste, auteur de romans policiers historiques, multiprimés et dans lesquels la science n'est pas absente. Il a notamment remporté de nombreux prix littéraires avec son premier best-seller Le Bureau des affaires occultes et son dernier roman Requiem pour la Dame Blanche vient de paraître en 2025 aux éditions Albin Michel. Je vous souhaite une très bonne conférence à tous et à toutes. Béatrice, Éric, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Et merci Véronique d'avoir organisé tout cela de main de maître, de maîtresse, non? Voilà. Bon, alors c'est difficile de se présenter. Je sais pas quand je dois commencer. On va commencer par l'école primaire alors. Pourquoi je commence par l'école? Parce que ça a été fondamental dans ma vie. Sans vouloir rentrer dans des clichés, l'école a été pour moi un ascenseur social. Quand je dis l'école, je veux dire au sens large, l'école à tous les niveaux, puisque je viens d'une famille qui n'était pas, voilà, où on ne faisait pas d'études. Je viens d'un village du Val d'Oise, donc j'étais pas parisienne, mais j'étais dans une excellente école primaire. Et il y avait un bibliobus qui passait tous les 15 jours dans notre village. Et j'avais une mère qui était très lectrice elle-même et qui donc m'emmenait au bibliobus. Et donc j'ai eu d'excellents instituteurs. J'ai adoré l'école et j'ai très tôt voulu enseigner. J'ai su que je serais enseignante. Donc ensuite j'ai poursuivi. J'ai eu la chance à un moment donné d'entrer dans un très bon lycée parisien et de découvrir la culture, vraiment, de découvrir voilà ce que c'était que d'avoir chez soi une bibliothèque, d'aller au théâtre, au musée. Donc voilà, je me suis initiée à tout ça, le cinéma d'art et d'essai, etc. Mais les livres étaient primordiaux. J'ai toujours beaucoup lu et j'ai toujours beaucoup hanté les bibliothèques. Je continue d'ailleurs, j'emprunte énormément dans différentes bibliothèques. Et j'ai toujours écrit aussi. Ça a toujours pour moi été une évidence. J'apprends, je lis, j'écris. Il n'y a pas de rupture. Et puis j'ai découvert ensuite, bon, j'ai fait
les classes préparatoires, j'ai pu faire une thèse, passer l'agrégation, etc. Et je suis devenue enseignante avant la fin de mes études. Donc j'ai à partir de la maîtrise, ce qu'on appelait la maîtrise à l'époque, j'ai enseigné à différents niveaux. J'ai à peu près fait tous les niveaux. Hein. Et toujours j'avais ce souci de transmettre le goût de la lecture et de l'écriture, parce que j'avais toujours cette idée que, au fond, si on aime lire, je crois qu'on finit toujours par écrire. À un moment donné, on essaye au moins. Et aussi, j'avais la conviction, je l'ai toujours, que si on veut écrire, il faut beaucoup lire. Et il faut lire avec discernement, et il faut lire en lecteur averti. Tous les grands écrivains, tous, hein, sans exception, ont été de grands lecteurs. Quand je dis de grands lecteurs, ils étaient capables de commenter ce qu'ils lisaient, d'avoir vraiment de lire crayon en main, en fait. Donc, pour moi, c'était des choses qui allaient de pair. Et lorsque j'ai fait mes études de lettres, j'ai souffert du fait que en France, eh bien, ça n'allait pas de pair. Même en lettres, où à peu près, je ne sais pas quel est le pourcentage d'étudiants de lettres qui écrit, mais de toute évidence, ils sont très nombreux. Ça a toujours été le cas. Mais on n'en parlait pas, et surtout, ça ne devait pas interférer avec nos études. Et donc, il y avait toujours la sensation qu'en fait, quand on écrivait, c'était du temps pris sur les études, et on se sentait écartelé. Et cet écartèlement était douloureux et amenait même certains parfois à dire non mais moi je vais pas faire d'études parce que je veux être écrivain, comme si c'était antithétique. Et quand j'ai voulu devenir maîtresse de conférence, que j'ai commencé à postuler à l'université, d'abord on m'a dit que si je voulais faire une carrière universitaire, j'avais intérêt, puisqu'en plus moi je faisais du théâtre et que je montais mes propres textes, que j'avais intérêt à prendre un pseudo. Et lorsque j'ai postulé, on m'a conseillé très vivement d'enlever dans mon CV la partie création, de ne pas faire état de ce que je faisais en théâtre, en création littéraire. Donc je l'ai fait. Et ce dont je me réjouis, c'est que j'ai vu depuis quelques années, enfin depuis une dizaine d'années, en gros l'université en France changer. Et commencer à s'ouvrir à des ateliers d'écriture, etc. Et donc, il y a eu un premier master en France qui a été monté en 2012 sur des écritures créatives, mais c'est très tard comparé à d'autres pays. Et lorsque j'ai pu aller au Canada au cours d'un colloque, qui était un colloque assez amusant, ça s'appelait la littérature suspecte, vous auriez pu en être, ils m'ont demandé, ils ont vu que j'écrivais, que j'avais déjà suivi et animé des ateliers d'écriture. Ils m'ont demandé d'animer un atelier d'écriture auprès de leurs étudiants. Et j'ai trouvé les étudiants canadiens, c'était à Montréal, très décomplexés, très épanouis. Et pour eux, il n'y avait absolument pas de contradiction entre les études, la création. Ils étaient habitués à cela. Et je suis rentrée en France et je me suis dit, il faut que je fasse ça dans mon université pour les étudiants. Il faut leur ouvrir un cursus de recherche et de création. Parce que c'est ce qu'ils font au Canada. En même temps, ils étudient la littérature, ils font la théorie littéraire et ils l'appliquent. Et donc, après, j'ai fait un certain travail auprès de mes collègues en leur expliquant que c'était pas quelque chose que c'était pas un joujou, que ce serait une vraie formation et qu'au fond, il fallait considérer l'écriture comme de la recherche appliquée. Hein, comme on fait des mathématiques appliquées, qu'est-ce que c'est pour des étudiants de lettres l'écriture? C'est de la théorie littéraire appliquée. Hein, quand on étudie la musique, on joue d'un instrument. Enfin, au conservatoire, on n'imagine pas ne faire que la formation musicale sans pratique. Eh bien, à l'université en France, on faisait de la formation littéraire sans pratique. Voilà. Donc j'ai pu assumer, je dirais, ce qui m'avait toujours paru être une espèce de dualité. Et donc j'ai monté ce master et ça se passe très bien. On reçoit des écrivains. Bon entendeur, salut. Et je suis ravie que l'université en France
bouge à ce niveau-là, parce qu'on a, par rapport au monde anglo-saxon et au Canada français francophone, on a vraiment 10 longueurs de retard. Et donc, merci à Véronique, parce que je pense que d'organiser ce type de rencontre, ça permet aussi de voir que c'est pas parce qu'on fait des études et c'est pas parce qu'on devient un chercheur à l'université que la vie s'arrête et qu'on va pas pouvoir être créatif et qu'on n'aura plus de fantaisie et que on n'est pas obligé de choisir, en fait. On peut tout faire. Alors, on peut pas tout faire en même temps, tout le temps. Je fais pas en même temps à la fois de la recherche, de l'écriture, monter des pièces. Il y a aussi des moments dans la vie. Mais en tout cas, j'ai toujours pu écrire et faire mes recherches. Alors, il y a des périodes où j'ai plus le temps d'écrire. Enfin, on en parlera plus tard, mais où l'un des deux va peut-être céder le pas à l'autre. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison de s'empêcher de faire quelque chose parce que ce serait pas sérieux. Faut sauter cette idée très française de la tête que une carrière c'est quelque chose de sérieux et que donc il faut choisir et qu'on peut pas tout faire. Chose qu'on entend beaucoup en France, on peut pas tout faire. Bah en fait si, on peut tout faire. On peut même avoir des enfants. Voilà. Merci. Bon, alors je vais raconter un petit peu moi aussi le parcours et puis après on va discuter ensemble. Bon, moi en fait je suis un peu comme Béatrice, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être baigné dans les livres. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient beaucoup lire, mon père notamment, mais j'ai toujours vu aussi ma maman lire. Et surtout, mes parents, on était 3 garçons à la maison. Moi, je suis au milieu. Ma maman a arrêté de travailler quand je suis né, parce que je suis né à 1 an d'écart de mon frère. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, on n'était pas, mon père était cadre moyen, voilà, on roulait pas sur l'or, mais mes parents m'ont fait un cadeau extraordinaire, qui est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, moi, je trouve, à des enfants. Ils nous avaient promis de ne jamais nous refuser l'achat d'un livre. Et ça a été un des déclencheurs. C'est-à-dire que ça a fait de nous de très gros lecteurs, dès l'enfance. Et ça, c'est effectivement important, parce que comme l'a dit Béatrice, effectivement, écrire sans être un gros lecteur, moi, c'est un truc qui me dépasse de temps en temps. J'entends un certain collègue sur des salons du livre, quand on échange, on fait des conférences, certains ils disent qu'ils disent pas beaucoup, etc. Moi, ça me sidère. Voilà, alors on reparlera sûrement des ateliers d'écriture, apprendre des choses, etc. C'est intéressant, mais quand même, la première école d'écriture, c'est la lecture, c'est de lire les bons auteurs. Donc moi, j'ai eu cette chance-là, effectivement, au départ, d'avoir mes parents qui m'ont donné ce goût-là. Et puis après est arrivée, effectivement, l'école. J'ai eu la chance d'avoir 2 institutrices, 2 ans de suite, 2 institutrices différentes qui adoraient l'histoire et qui donc m'ont transmis vraiment le goût de l'histoire, parce qu'elles étaient assez extraordinaires, elles arrivaient à transmettre leur enthousiasme. Et j'ai eu un déclic à 15 ans, 14-15 ans, un déclic qui a coïncidé parce que je me suis retrouvé dans une classe de seconde avec un professeur qui était un super professeur de français qui allait très loin, presque un peu trop loin, je pense, pour le niveau moyen de la classe. Je pense que ça aurait été plus un prof d'université. Il faisait des cours de niveau universitaire, mais il allait loin dans l'amour de la langue, etc. Il nous a parlé de plein d'auteurs, et puis en plus, il n'avait pas ces barrières que des fois on met. Il y a des choses qui sont correctes et tout. Moi, c'est lui qui m'a fait découvrir la science-fiction, etc. Puis l'amour même du mot, là, jusqu'à vraiment l'amour d'un mot. Par exemple, moi, je me souviens, j'avais été fasciné quand il nous avait expliqué le mot locomotive, qui était pour lui le plus beau mot de la langue française. Parce que si vous faites locomotive en langue, en écriture attachée, ça forme la forme d'une locomotive ancienne. Vous l'écrivez, vous verrez, ça fait des trucs comme ça, et je trouvais ça fascinant. Et il se trouve que cette année-là, j'ai lu un livre qui m'a fasciné, qui était L'âne culotte d'Henri Bosco. Henri Bosco est un auteur qu'on ne lit plus beaucoup, qui a eu un succès beaucoup de succès dans les années 30, 50, mais qu'on prenait souvent pour un auteur soit de terroir, soit un auteur pour l'enfance, que son plus grand succès, c'est L'Enfant et la rivière. On fait souvent lire un peu des extraits pour la dictée à l'école primaire, enfin c'est ce qu'on faisait à l'époque. Et du coup, c'est un auteur qui est très sous-estimé. Pour moi, c'est un des très grands auteurs français. Pour moi, c'est le plus grand auteur français de l'invisible. Et je le mets à la hauteur d'un Borges.
clairement. Hein. C'est un auteur extraordinaire, mais très, très méconnu, trop méconnu. Même quand il a eu du succès pas pour ce qu'il était. Et j'ai lu un livre de lui, de Lannes Culotte, qui est juste une histoire de charme, qui raconte l'histoire d'un charme. Et moi, je suis tombé sous les charmes des mots de ce livre. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire de pouvoir emporter quelqu'un, rien qu'avec des mots, dans un univers aussi éloigné de la réalité, parce que ça racontait quelque chose de complètement imaginaire, quoi. Un vieux bonhomme qui a un pouvoir magique qui lui permet de charmer les animaux, même les plus dangereux, de les amener à lui, et du coup, il attire les animaux à lui au sommet d'une petite colline du Luberon pour recréer le paradis terrestre. Et du coup, il faut aussi qu'il attire un couple. Donc, il va séduire comme ça un petit enfant et une petite fille pour les attirer à lui, pour les amener dans son paradis. Donc, ça raconte l'histoire d'un charme. Et je trouvais ça extraordinaire. Ça m'a amené dans un monde complètement imaginaire qui avait trait à l'invisible, etc. Et je me dis, et en refermant le livre, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je veux écrire. Et donc, j'ai écrit mon premier manuscrit à 15 ans, qui ne valait rien du tout, qui est au fond de mon placard, voilà, et qui restera parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas sortir, mais on a besoin de se libérer de ces influences. Donc, c'était un gloubi-boulga de toutes les influences quand j'avais 15 ans. Mais du coup, c'est là que le virus a été pris. Et puis après, il se trouve que je suis un enfant de cette époque terrible. On a un peu évolué, même si ça reste quand même un petit peu ça. Mais c'est encore pire à l'époque, où quand on était un bon élève, même si on n'aimait pas les maths et la physique, si on était un bon élève, à mon époque, on faisait un bac-C. Donc moi, j'étais littéraire, évidemment, très littéraire, peu scientifique, mais mes parents m'ont dit, quand j'ai dit, moi j'aime bien l'écriture, j'aimerais bien être écrivain. On connaît personne dans ce milieu, il n'y a aucune chance de gagner sa vie avec ça, tu vas faire un bac-C. Donc je me suis retrouvé à faire un bac-C alors que j'avais horreur des maths. Et c'est comme ça que du coup que je suis un peu par hasard arrivé sur à faire des études au départ de pharmacie. Mais tout simplement parce que quand je suis sorti avec un bac-C en étant plutôt littéraire, je veux dire, j'ai regardé quelles sont les études offertes à un scientifique où il n'y aurait pas trop de matières fondamentales et où, si on est un peu curieux d'esprit, il y aurait plein de choses. Et je me suis aperçu que les études de pharmacie, je ne parle pas du métier, hein, mais les études de pharmacie étaient passionnantes. On avait des maths, de la physique, on touchait à la chimie par tous les bouts, chimie analytique, chimie organique, chimie thérapeutique, chimie minérale, etc. On touchait un peu au médical, sémiologie, physiologie, etc. On touchait à la nature, la botanique, voilà, la mycologie, on touchait à la parasitologie, on touchait au droit, à l'économie. Donc j'ai fait des études de pharmacie. Et c'est la littérature qui m'a permis de faire une carrière universitaire. C'est pour ça que je reviendrai aussi à l'idée que en fait, ce qui est formidable dans l'université française, c'est qu'en fait, elle offre des opportunités. Elle offre un panel de choses dans le cursus qu'on va faire dans ces études. On a une multitude de choses qui sont présentées et c'est des opportunités à saisir. Et il se trouve du coup que j'avais pas du tout envie de faire une thèse d'exercice sur quelque chose de pharmaceutique puisque j'étais littéraire. Donc j'avais mon sujet dès la première année, je voulais faire l'image du pharmacien dans la littérature. Et du coup, d'ailleurs, ça a été mon premier livre publié. Donc, j'ai fait ma thèse d'exercice là-dessus, je voulais faire là-dessus, et je me suis dit, avec quel prof je vais pouvoir faire ça, parce qu'il faut trouver un prof qui accepte ce sujet-là. Et il se trouve, il y avait une professeure qui publiait des romans à l'époque, d'ailleurs chez Albin Michel, la boucle a été bouclée, et qui a été la prof de droit. Donc, je vais la voir, je vais la trouver, et elle accepte de m'encadrer. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, mais vous écrivez drôlement bien, puis c'est elle qui me l'a dit, donc je répète, c'est brillant ce que vous faites et tout. Vous voudriez pas faire du droit après la pharmacie? J'avoue que j'ai ouvert des yeux comme ça quand elle m'a proposé ça. Et puis, bon, voilà, j'ai réfléchi. C'était une façon de rebondir sur du littéraire. Puis elle m'a dit, parce que si vous faites du droit, ben, je serais prêt à vous soutenir pour une carrière universitaire, etc. Donc, je suis reparti en première année de droit après mes études de pharmacie et j'ai refait tout le cursus jusqu'au doctorat en droit. Et du coup, j'ai fait donc une carrière universitaire en droit pharmaceutique. Mais pendant toute cette période-là, on en reparlera peut-être du temps à écrire, comment trouver du temps pour écrire. Pendant toute cette période, je n'ai jamais cessé d'écrire. Depuis mes 15 ans, j'ai toujours écrit. Et du coup, l'opportunité de développer une carrière littéraire en parallèle de ma carrière universitaire, elle s'est présentée en fait un peu progressivement. J'ai bâti comme je ne connaissais personne dans le milieu littéraire. On n'était pas du tout dans ce milieu-là avec ma famille. Et il se trouve que sur les 3 garçons, donc la fratrie, nous sommes 2 écrivains publiés. Mon jeune frère qui écrit pas du tout la même chose que moi est publié aussi chez un grand éditeur, il est publié chez Julliard, ce qui montre quand même que c'est possible d'être publié même quand on n'est pas du tout dans ce milieu-là et chez des grands éditeurs parisiens.
Mais moi, du coup, j'ai construit ma carrière littéraire comme une carrière universitaire. J'avais appris à construire. L'université m'a donné des armes pour apprendre à savoir comment me présenter, savoir comment bâtir un CV. Et en réalité, pour une carrière littéraire, quand on n'a pas de nom, quand on n'est pas connu, quand on n'a pas d'introduction, en fait, il faut la bâtir comme on bâtit un CV pour faire une carrière universitaire. En réalité, il faut muscler son CV petit à petit. Envoyer juste un manuscrit par la poste, ça suffit pas. Surtout, on pourra peut-être en reparler, comment les manuscrits sont lus dans les grandes maisons. Ça, c'est un truc dont on pourra parler, ce qui explique pourquoi on est le plus souvent refusé quand on n'est pas connu dans ce milieu-là. Et du coup, moi, j'ai commencé en fait en participant à un concours de nouvelles que j'ai remporté, parce qu'il s'était créé en fait dans ma ville. Le président du jury était à l'époque le président de la Société des gens de lettres. C'est lui qui m'a dit « mais vous écrivez très très bien, vous êtes un écrivain, continuez ». Pendant 5 ans, j'ai écumé les concours de nouvelles de façon à me construire un CV. J'ai dû gagner une 60aine de prix en 5 ans. Et j'ai croisé à cette époque-là tous les gens qu'on retrouvait dans les palmarès de ces concours de nouvelles à l'époque. Tous ces gens-là ont fini par être édités. C'est à cette époque-là que j'ai rencontré Bernard Minier, qui était complètement inconnu à l'époque, que j'ai rencontré des gens comme Emmanuel Urien, qui a publié chez Gallimard, Georges Flippot, qui a publié à Table Ronde. Tous ces gens-là trustaient les premières places dans les concours de nouvelles. Et du coup, c'est comme ça que j'ai démarré. Et j'ai commencé à publier chez un tout petit éditeur après des recueils de nouvelles, qui sont passés complètement inaperçus, évidemment. Alors, la nouvelle, ça se vend pas beaucoup. Donc. Puis après, je suis passé chez un éditeur de province pour mes premiers romans, envoyés par la poste, où là, j'ai eu un premier prix littéraire. Et puis, voilà, j'ai développé ce qu'il fallait pour pouvoir nouer des contacts dans le milieu littéraire. On pourra peut-être revenir sur comment nouer ces contacts-là, comment faire les choses. Ce qui m'a permis de rencontrer Isabelle Lafont, qui m'a fait rentrer aux éditions Jean-Claude Lattès, où j'ai commencé du coup à éditer chez un grand éditeur. Puis après, voilà, Isabelle est devenue mon agent littéraire et je suis passé chez Albin Michel. Et effectivement, voilà, du coup, moi, maintenant j'ai publié 18 livres. Traduit dans une douzaine de langues, quinzaine de langues, plus d'une vingtaine de pays. Mais ça s'est vraiment construit un peu comme une carrière vraiment universitaire. Et voilà, peut-être qu'on pourra revenir là-dessus sur comment on peut allier les deux, comment la carrière universitaire et l'université m'a donné des armes pour pouvoir percer dans le milieu littéraire. Alors déjà, elle m'a appris à parler en public. Ça a l'air de rien, mais quand je fais, ce matin, j'étais encore en interview avec une journaliste pour un salon du livre que je fais la semaine prochaine. Tous les week-ends, je suis en salon du livre, quasiment. J'y suis là, je vais à Gradignan pour le salon du livre en poche ce week-end. Et vous êtes toujours dans des tables rondes, des conférences. Et j'ai plein d'amis et auteurs. Alors, il y en a certains qui sont à l'aise, mais il y en a plein qui sont pas du tout à l'aise. Parce que souvent, en plus, quand on écrit, voilà, il y a certaines personnes qui écrivent parce que, justement, elles ont un peu plus de mal à rentrer en contact avec les autres et l'écriture, pour elles, c'est une façon de s'exprimer. Moi, à chaque fois que je passe dans une table ronde avec un journaliste, etc., il me dit c'est formidable, il n'y a besoin que d'une seule prise, on ne fait pas répéter, on vous pose une question et c'est parti pendant un quart d'heure. Et ça, c'est l'université qui m'a donné les armes pour ça. Donc voilà, moi je dois beaucoup à l'université. C'est vraiment elle qui m'a vraiment à l'université, puis l'autre système scolaire, comme tu disais, l'école de l'école primaire à l'université, c'est vraiment elle qui m'a donné les armes pour quelqu'un qui n'était pas du tout introduit en milieu littéraire, qui ne connaissait rien. C'est vraiment l'université qui m'a donné les armes pour bâtir une carrière, comprendre comment bâtir une carrière, comprendre comment petit à petit je pouvais gravir des étapes, puisque moi je ne pouvais pas être édité d'emblée chez un très grand éditeur. On reviendra sûrement sur la façon dont les livres sont lus, les manuscrits envoyés chez un grand éditeur sont lus. Donc voilà, on va pouvoir peut-être échanger maintenant que vous nous connaissez mieux. Donc je sais pas, moi j'aimerais bien revenir justement sur la création littéraire et puis voilà, les ateliers d'écriture et comment transmettre le goût d'écrire. Moi c'est venu avec un auteur que j'ai lu, mais voilà, j'ai jamais suivi un atelier, donc c'est peut-être intéressant de voir ce que ça peut apporter, toi les retours que tu as de tes étudiants. Alors, il est vrai que ça n'existait pas quand nous étions étudiants. Il n'y avait pas d'atelier d'écriture. Enfin, il y en avait un ou deux à Paris, mais ils étaient beaucoup orientés, il faut dire aussi, sur des aspects psychologie, un peu ce qu'on appelle l'art-thérapie. C'est d'ailleurs toujours le cas. Il y a beaucoup d'ateliers d'écriture où les personnes sont là pour se faire du bien, et c'est tout à fait honorable. Mais
En tout cas, il n'y avait pas d'atelier d'écriture pour vraiment apprendre à écrire. Et quand j'ai voulu monter des ateliers d'écriture, vraiment mon modèle, ça a été ce que fait l'université canadienne, et non pas le creative writing à l'américaine, qui vise plus à donner des recettes. Alors du coup, c'est un vrai sujet, les ateliers d'écriture, parce qu'il y a des écrivains qui me disent que ça choque quand parfois je leur dis est-ce que tu veux pas venir faire un atelier d'écriture auprès de mes étudiants, et certains me disent ah non, mais l'écriture ça ne s'apprend pas. Alors ça m'amuse beaucoup, parce que c'est encore une fois une idée très française, et qui a été en outre très accentuée par le culte du génie, le culte du grand homme, et qui vient beaucoup du 19e siècle aussi, hein, cette idée que on est écrivain. Ben non, on ne naît pas écrivain, c'est comme les femmes, on le devient, et on le devient en travaillant. Ça se travaille, voilà. Donc c'est ça que j'essaye d'enseigner dans les ateliers que je fais, et lorsque je travaille aussi en collaboration avec des écrivains, je prépare toujours les ateliers avec les écrivains que j'invite. Je leur dis toujours, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas là pour délivrer des recettes, il n'y a pas de miracle, mais il y a une chose que les étudiants doivent entendre, par contre, c'est que c'est du travail. Et que donc, c'est normal de pas avoir un premier jet qui soit forcément exceptionnel, etc. Donc, il faut avoir aussi une certaine humilité. Moi, je dis toujours aux étudiants, je prétends pas faire de vous des écrivains. J'ai pas de recette. Je vais pas vous donner un mode d'emploi. En revanche, ce que je sais faire maintenant, mais je sais le faire parce que j'ai étudié beaucoup la littérature, parce que j'ai fait de longues études, hein, encore une fois, et que j'ai beaucoup lu. Ce que je sais faire, c'est aider à améliorer un texte. Voilà. Donc je pars toujours d'une proposition des étudiants. Je donne pas d'exercice d'écriture, parce qu'on perd son temps. Les ateliers d'écriture, ou un coup on écrit un poème sur les sensations, un coup on va écrire une scène de théâtre. Je crois que ça sert absolument à rien, hein, à part se divertir. Non, je pars toujours de la proposition, et il y en a toujours une. Tout le monde a en fait toujours quelque chose à écrire. En fait, je pense qu'il y a un vrai paradoxe dans l'écriture, et effectivement en France, la façon dont on conçoit l'écriture, parce que comme tu l'as dit en termes académiques, on va avoir tendance plutôt à regarder création littéraire, non, c'est pas sérieux. Et à l'inverse, on sacralise beaucoup aussi quand même, effectivement, ce qu'est un écrivain, etc. Et comme tu le dis, en réalité, un écrivain, c'est essentiellement de la sueur, très peu d'inspiration, un petit zeste d'inspiration. Si je prends par exemple, alors moi je suis un mauvais exemple parce que j'ai beaucoup d'imagination. Mais on peut être un écrivain et avoir aucune inspiration et aucune imagination. Mon frère, par exemple, qui est écrivain, n'a aucune imagination. C'est pas un défaut. Il le reconnaît lui-même. C'est-à-dire que l'histoire qu'il va raconter, elle tient sur un timbre-poste, quoi. Vous pouvez l'écrire sur, en gros, j'exagère, une page de carnet. Tout son travail va être de faire d'une histoire qui tient sur une page de carnet un roman, une œuvre, parce qu'il va travailler le style, tout va être autour du style, du ton, de l'atmosphère qu'il va donner à ce qui pourrait effectivement être résumé sur une page de carnet. Donc, moi, je crois qu'effectivement, c'est beaucoup de transpiration. Mais je pense par contre que effectivement l'atelier d'écriture, alors peut-être en dehors du cadre universitaire, c'est en tout cas moi le retour que j'ai de pas mal de gens qui viennent me rencontrer sur les salons, etc., avec qui je discute. Justement, ça leur permet un peu de désacraliser cette idée-là, que l'écriture, c'est quelque chose de, voilà, faut être doué, faut avoir un don particulier. Et peut-être que effectivement, l'atelier d'écriture, ça leur permet de se rendre compte qu'ils sont capables d'écrire et en plus de s'améliorer. C'est-à-dire que l'atelier leur permet de s'améliorer, donc ils se rendent compte que oui, voilà, c'est pas la muse qui vient souffler à l'oreille la phrase idéale, et que en travaillant, on peut. Et ça, je pense que c'est déjà très important, parce que c'est souvent un peu un frein. Ah oui, non, mais il y a une véritable inhibition, en tout cas en France, par rapport aux grands auteurs. Mais combien d'écrivains encore aujourd'hui le disent, hein, quand on écoute des entretiens avec des écrivains sur France Culture, combien avouent
s'être dit après la lecture de Proust, je peux pas être écrivain. On est complètement inhibé par le culte des grands auteurs en France, et cette idée que il faut être un espèce de génie comme Victor Hugo, Chateaubriand pour écrire. Donc oui, je crois que c'est bien qu'il y ait des ateliers d'écriture aujourd'hui, et surtout on se rend compte quand on travaille que oui, on arrive à améliorer un texte. Et surtout, moi j'essaie toujours de dire aux étudiants, voilà, alors pour améliorer le texte, enfin, en fait, ce qu'il faudrait, c'est aller vers ceci ou vers cela, ou retrancher ceci ou cela, et je donne des conseils de lecture, toujours. Pour vous aider, lisez tel auteur, ou tel livre, et ça marche, en fait, ça fonctionne. Les modèles aident. Donc on est là aussi pour orienter vers des modèles, mais toujours en fonction d'un projet. Et puis nous-mêmes, on apprend aussi en lisant les autres. Et c'est pour ça que l'intérêt d'un atelier d'écriture aussi, c'est le collectif, c'est le groupe. Moi, je dis toujours, moi, j'ai presque pas de rôle là-dedans, mais ce qui va compter, c'est les lectures des autres, les retours des autres. Entendre aussi pour les autres un texte qui revient 2 semaines après et qui a changé et qui a intégré d'autres dimensions, c'est très, très stimulant. Et puis c'est stimulant d'avoir des lecteurs. Il faut très vite, il faut être lu, en fait. Je confirme. Ouais. C'est très stimulant d'avoir des lecteurs. Mais ça, par exemple, c'est une des choses qui m'a vraiment marqué la première fois où j'ai vraiment travaillé avec un vrai éditeur. Au sens justement quelqu'un qui a les compétences et l'acuité et pour vous faire retravailler un texte, pour améliorer un texte. C'est pas si fréquent que ça. C'est-à-dire ça demande vraiment des compétences particulières. J'ai découvert ça qu'à mon troisième éditeur, quatrième éditeur, en rencontrant Isabelle Lafont, qui est vraiment une grande dame de l'édition et qui a cette acuité-là. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable, en lisant un roman, donner un manuscrit. C'est quelqu'un qui va être capable. Alors, elle n'est pas du tout dans l'approche microscopique qu'on va faire avec des correcteurs, etc. C'est-à-dire d'aller regarder dans le détail de la phrase, les répétitions, les lourdeurs, etc. C'est quelqu'un qui va regarder l'ensemble d'un manuscrit, l'équilibre général d'un manuscrit, et qui est capable de pointer du doigt, là, dans ton histoire, ton personnage, les gens vont être vraiment en empathie avec ton personnage, donc il faut que le roman se termine dans l'intimité du personnage. Donc, retravaille ta fin pour qu'on soit dans l'intimité du personnage. Il a une forte relation avec son père adoptif, il n'y a aucune scène avec le père adoptif. Introduit une scène avec le père adoptif. Et ce sont des choses comme ça qui vont améliorer petit à petit un texte. L'écrivain, c'est pas celui qui donne les conseils. Moi, par exemple, quand Isabelle me dit des choses, c'est toujours des conseils comme ça sur l'équilibre général du livre. Et c'est moi après qui vais trouver la solution pour que ça corresponde à ce qu'elle souhaitait. Mais avoir ce regard-là, c'est pour ça un texte peut toujours s'améliorer. Alors c'est très douloureux. C'est très douloureux quand vous avez envoyé le manuscrit, que vous attendez le coup de téléphone, vous savez que ça va commencer a priori par c'est très bien Éric. Sinon c'est inquiétant. Bon, vous savez à peu près si vous lui avez envoyé le manuscrit que vous pensez qu'il est bon. Sinon vous ne lui aurez pas envoyé, vous continueriez à le travailler. Mais moi j'attends toujours le mai parce que je sais que le mai va arriver et ce mai est toujours très douloureux. Parce que quand vous avez passé 1 an à travailler sur un roman, c'est comme un accouchement. Hein. C'est un peu bébête comme comparaison, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça fait 1 an que vous peaufinez la chose, etc. Elle sort après un accouchement plus ou moins facile, au forceps ou avec une péridurale. Elle sort et vous en êtes content. Et c'est comme si le médecin obstétricien regardait, il disait « Oh non, quand même, bon, il n'est pas tout à fait fini. Vous pourriez l'améliorer un peu, on le remet à l'intérieur et vous allez le retravailler un peu. » C'est toujours un peu douloureux, mais ça dure 20 minutes, même pas un quart d'heure. Puis vous dites, ah, mais non, mais elle a raison. Et hop, vous repartez. Mais effectivement, faut pas avoir de susceptibilité par rapport à son écriture, en ce sens qu'un regard extérieur avisé peut toujours vous apporter quelque chose. C'est trop charnel, l'écriture, on est trop près même quand on prend le temps de se relire à distance de ce qu'on a écrit, comme on en connaît tous les rouages, on connaît tout d'où vient ce qui est là sur la page. C'est très compliqué de le lire comme un lecteur lambda. On peut jamais le lire. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages, Béatrice, mais c'est une de mes frustrations de lecteur, c'est quand je suis devenu auteur.
Parce que comme tu le disais, apprendre à écrire, c'est lire, mais lire de façon savante, lire avec un crayon et regarder. Et effectivement, moi, une de mes frustrations, c'est qu'aujourd'hui, quand je lis un livre, je ne peux pas le lire comme un lecteur lambda, en étant dans le pur plaisir et sans regarder comment c'est fait. On ne peut pas s'empêcher de disséquer comment c'est fait. Et en même temps, c'est ça qui nous apprend à écrire. Du coup, on n'a plus le pur plaisir du lecteur qui se pose pas de questions et qui juste se laisse embarquer. Alors, quand tu lis des romans, mais quand tu lis autre chose, par exemple, si tu lis de la poésie ou si tu lis du théâtre, est-ce que tu... je regarde toujours comme ça. Tu regardes quand même, parce qu'en plus, moi, j'écris de tout. Je ne publie que des romans, mais j'écris tout. J'écris du théâtre, j'écris de la poésie, j'écris donc. Mais bon. Oui. Je publie que des Parce que romans. moi, justement, quand je lis, j'en lis peu, mais quand je lis des romans policiers, justement, comme je n'ai jamais écrit de roman policier, que je sais que je n'en écrirai jamais, là, je peux être le lecteur, je dirais oisif. En tout cas, de pur plaisir. Oui, je travaille pas quand je lis un roman policier, et je l'enseigne pas non plus. J'enseigne pas le roman policier. Mais c'est vrai que tous les autres genres, oui, j'ai toujours l'œil aiguisé maintenant. On n'a plus jamais cette innocence de la lecture comme ça pure. Mais c'est vrai que c'est quand même la meilleure école. Hein. Écrire, lire les bons auteurs, c'est la meilleure école. Après, on peut peut-être rentrer un peu dans la façon dont peut-être le passage à écrivain peut se faire et puis quels sont les les obstacles qu'on rencontre. Voilà, il y a un obstacle, je trouve, qui revient souvent et que sûrement les ateliers d'écriture permettent de combattre. Tu vas peut-être me confirmer ou pas, hein, Béatrice. Mais c'est un retour que j'ai souvent quand je discute avec des gens qui aimeraient écrire, qui ont commencé à écrire, qui ont un début de manuscrit dans leur tiroir. Et on est très nombreux. Là, il y avait des études qui avaient montré que je crois que c'est la France dans laquelle il y a le plus de gens qui ont un début de roman quelque part dans leur tiroir. Bon. Et quand on discute avec ces personnes-là, très souvent, celles qui ont abandonné, c'est parce qu'elles trouvaient que ce qu'elles avaient fait n'était pas bon. Et à chaque fois, je leur dis, mais en fait, c'est l'erreur que vous avez commise. C'est normal que ce soit pas bon. Parce qu'en fait, avant de commencer un roman, et ça, je trouve, moi, il me semble que c'est le principal écueil pour ne pas aller au bout d'un livre. Voilà, au moins achever un livre. On est écrivain pas quand on est publié, ça c'est la reconnaissance, mais on est écrivain quand on a achevé une œuvre d'écriture. Et en fait, le principal écueil, c'est d'arrêter lorsqu'on a l'impression que c'est pas bon. Sur les 18 livres que j'ai publiés, édités, j'en écris plus, mais sur les 18 que j'ai édités, il n'y a pas un seul livre où, à un moment donné, je me suis pas mis dedans et en me disant « Ah, mais c'est la pire merde que tu as jamais écrit, quoi. C'est vraiment pas ça du tout, tu y arrives pas, c'est pas bon. » Et il n'y a pas un seul livre parmi ces 18 livres que j'ai écrits où 2 ou 3 jours avant ou 2 ou 3 jours après ce jour-là, je me suis pas dit « Ouah, mais alors là, tu es en train de casser la baraque, c'est vraiment magnifique là, ce que tu es en train de faire, c'est superbe. » En fait, l'écriture, elle est faite de ça, justement, parce que c'est de la sueur et justement parce que tout texte peut être amélioré. Et parce qu'en fait, quand on commence à écrire, on a le moteur de ce qu'on veut faire. Et ce qu'on veut faire, c'est le livre idéal qu'on a là dans la tête. On commence à écrire avec un livre idéal qu'on a envie de faire. Et ce livre idéal, l'imperfection n'étant pas de ce monde, à moins d'être un génie, et il y en a quelques-uns en littérature, mais ils sont quand même très très peu nombreux, on les compte sur le doigt d'une main par siècle. Sinon, à part ça, on n'atteint jamais ce livre parfait qu'on a envie d'écrire. Donc, la phase d'écriture, surtout pour un roman où voilà, ça dure longtemps quand même, l'écriture d'un roman, ça dure quand même plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. On est obligé de passer par des phases où on a l'impression qu'on arrive à atteindre presque, tutoyer ce roman idéal qu'on a dans la tête, et puis d'autres moments où on en est très éloigné. Donc l'écriture, la phase d'écriture, c'est toujours une sinusoïde comme ça, où on passe par des hauts et des bas. Et en fait, l'erreur que font beaucoup de gens qui aimeraient écrire, c'est que dès que ça redescend et qu'ils touchent le premier bas, eh ben, ils s'arrêtent en se disant « mince, j'y arrive pas ». Et en réalité, non, il faut continuer. Il faut continuer. Oui, il faut continuer et il faut montrer. Alors, la complexité, c'est que justement, comme il n'y avait pas d'atelier d'écriture, on montrait à nos amis, en général. Et alors là, c'est une catastrophe parce que
Dans le meilleur des cas, vos amis vont vous dire tous c'est super, c'est bien, mais ça vaut pas forcément, c'est pas une vraie critique. Ou alors ils vont tous dire des choses complètement différentes, voire opposées. Et donc là, qu'est-ce que vous faites avec ça, hein? Donc moi, il y a un roman que j'ai passé 10 ans à écrire parce que je suis hyper exigeante et jamais contente, et donc je passe mon temps à réécrire en fait. Et quand je l'ai donné à lire à mes amis, j'ai eu exactement des choses opposées. Certains qui m'ont dit ah j'adore, hein, mais pas la troisième partie. Enfin franchement, la troisième partie, il faut que tu l'enlèves, ça va pas. Et d'autres qui m'ont dit l'inverse, qui m'ont dit j'adore la troisième partie. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça, hein, à un moment donné? Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des lecteurs qui soient, je dirais, qui aient un œil aiguisé. Donc des profs, des éditeurs, ou des gens qui connaissent bien, qui sont au moins des grands lecteurs. Voilà. C'est important, les personnes à qui on montre ce qu'on écrit. Il faut être sûr, il faut pas le montrer à 50 personnes, que ces personnes vont avoir un avis motivé, un avis intéressant, parce qu'ils auront eux-mêmes beaucoup lu la plupart du temps. Et il faut pas attendre d'eux la réponse c'est bon, c'est bien ou c'est mauvais. C'est pas ça en fait qu'on attend d'un lecteur. C'est là dans cette partie-là, c'est un peu faible. Ça manque de rythme, il y a une chute du rythme. Là, ici, ton personnage, c'est un peu contradictoire par rapport à la logique interne du personnage. On comprend pas pourquoi il fait ça. Depuis le début, il se comporte comme ça. S'il y a une rupture, il doit y avoir quelque chose qui la motive. Là, il n'y a rien qui la motive. C'est des choses très précises en fait qu'on attend d'un lecteur. C'est pas juste de vous dire c'est bien, c'est pas bien, parce que ça veut rien dire, parce que comme tu l'as dit très bien, ce que un va trouver très bien, l'autre va moins l'aimer. Moi, je le vois avec mes romans, quand je prends par exemple sur une série comme Les Bureaux des Affaires Occultes, parmi les millions de lecteurs qui lisent la série, il y en a pour qui c'est le premier, le meilleur, vraiment c'est indépassable, d'autres c'est le troisième, d'autres c'est le deuxième, etc. Parce que chacun a ses propres goûts. Donc c'est pas du tout en fait des goûts qu'il faut attendre quand on fait lire ses écrits. C'est vraiment un avis, comme tu disais, avisé, pointu, technique, presque technique. Technique, oui. Ouais. Ce que fait normalement un bon éditeur. Mais, oui, mais le problème, c'est que le travail de l'éditeur, il est de moins en moins présent dans les maisons d'édition aujourd'hui. Il y a quand même eu une époque où on pouvait envoyer un manuscrit inachevé. Et si les éditeurs trouvaient qu'il y avait du potentiel, ils aidaient l'auteur à le terminer. Ou un manuscrit qui était bien, mais pas formidable. Maintenant, ce qu'ils attendent quand même beaucoup, c'est des manuscrits clés en main. C'est-à-dire qu'il faut que le livre soit publiable tel quel. Donc, il y en a pas beaucoup qui font faire ce travail, parce que c'est un gros travail, hein. Il faut avoir les compétences pour le faire, il faut prendre le temps de le faire, d'essayer vraiment de déceler, même dans quelque chose qui n'est pas complètement abouti, le potentiel. Donc, il y a des éditeurs qui le faisaient merveilleusement, comme Christian Bourgois, voilà. Et c'est une autre génération d'éditeurs. Et puis aussi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils reçoivent un nombre de manuscrits absolument ahurissant. Donc, ils n'ont plus le temps de faire ça. Aujourd'hui, ils vont le faire, mais que pour des auteurs déjà confirmés. Voilà. Ils vont le faire pour un auteur qui est déjà un auteur maison, qui marche bien. Et s'il rend un livre un peu plus faible, là, ils vont travailler pour aider. Mais quelqu'un qui envoie un manuscrit qui n'est pas du tout connu, qui envoie un manuscrit par la poste, ils vont pas du tout faire ça. D'abord parce qu'effectivement, ils en reçoivent énormément. Chez Albin Michel, la salle où on signe les services de presse. Alors ça, c'est quelque chose qu'on découvre quand on n'est pas auteur et pas auteur connu, on ne sait pas tout ça. Et il faut savoir que ça commence la publication d'un livre par un moment très fatigant, quand on vend pas mal, c'est la journée service de presse. On vous amène des palettes de livres et vous passez votre journée à dédicacer aux journalistes de la Terre entière, aux blogueurs, etc. Ça a l'air de rien, mais c'est épuisant. Vous sortez de la journée. Et il se trouve que la salle où on fait ça chez Albin Michel est juste à côté de la réception où arrivent les courriers, et notamment les sacs de manuscrits. C'est impressionnant. Vous voyez qu'ils doivent recevoir environ 50 manuscrits chaque jour. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, moi, j'ai eu la chance d'avoir, avant de contacter des éditeurs,
dans la deuxième partie de ma vie, une fois que j'avais fait ma carrière universitaire, quand je suis devenu professeur, que j'ai gagné ce concours de nouvelles, que j'ai fait pendant 5 ans des nouvelles et que je me suis dit, bon, bah, je vais recommencer à envoyer des manuscrits aux éditeurs, ce que j'avais fait qu'à 18 ans, voilà, une fois. Voilà. Donc là, je l'ai refait et là, j'avais rencontré, du coup, en l'occurrence Alain Abzir, qui était président associé de Jean-Net, qui m'avait expliqué un peu comment ça se passait et tout. Et du coup, j'avais compris pourquoi on était refusé obligatoirement. Et vous comprenez qu'il faut envoyer un bon manuscrit, très bon manuscrit, qui soit le plus impeccable possible, mais qu'en plus, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, votre manuscrit peut être très bon, votre roman très bien, etc., mais ça ne suffit pas. Il faut en plus la chance. Et pourquoi? Parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Je parle pour les grandes maisons. C'est justement pour ça que quand on a un auteur totalement inconnu, on a plus de chances d'être édité dans une petite maison. Alors, sans se faire d'illusions, la diffusion ne sera pas la même, mais ça peut vous faire monter une première marche qui éventuellement vous en permettra d'en monter d'autres après. C'est dans une grande maison, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous recevez 50 manuscrits par jour, vous n'avez même pas 50 éditeurs dans la maison. Il y a une douzaine, quinzaine d'éditeurs. Si je prends Albin Michel, ils sont peut-être une vingtaine d'éditeurs dans la maison. Donc, il ne pourrait pas lire un livre se consacrer à la lecture précise un jour par jour. Donc, dans toutes ces grandes maisons d'édition, le premier filtre est confié à des lecteurs externes, qui sont des étudiants en lettres, des professeurs à la retraite, etc. Des gens qui ont un peu de temps et qui ont un peu de compétences. Ces gens-là sont rémunérés à la fiche de lecture. Bon. Donc, plus ils vont rendre de fiches de lecture, plus ils vont être rémunérés. Ils savent, parce que c'est des statistiques, que dans des grandes maisons comme ça, Albin Michel, Gallimard, Grasset, etc., ils savent que 99%, 98 à 99% des manuscrits arrivant par la poste, envoyés par des inconnus, vont être refusés. C'est la statistique. Ils en publient peut-être 2% de manuscrits d'inconnus envoyés par la poste. Donc, sachant ça, comment ils lisent le manuscrit, la pile de manuscrits qu'on leur donne quand ils viennent chez eux? Ils prennent le premier manuscrit et ils l'ouvrent totalement au hasard et ils commencent à lire la page en regardant si sur cette page, ils peuvent trouver quelque chose qui va leur permettre de remplir la fiche de lecture pour dire qu'ils refusent. C'est ça. Mais il faut comprendre que ça fonctionne comme ça. Et après, du coup, vous comprenez que c'est ce premier rideau-là qui est le plus dur à passer pour un lecteur, pour un écrivain complètement inconnu. Donc, il va faire ça. S'il ne trouve rien, il va aller à une autre page, n'importe où. Hein. Il ne cherche pas du tout à lire la cohérence. Il va aller n'importe où ailleurs et il va relire. La majorité de ces lecteurs vont faire comme ça. Et de nouveau, il va chercher quelque chose qui lui permet de remplir sa fiche de lecture assez rapidement. Du coup, ça lui permet de remplir vite une fiche de lecture et il a peu de risque de se tromper puisque 98% de toute façon des manuscrits vont être refusés. C'est seulement si, au bout de 2-3 pages comme ça, qu'il a ouvert totalement au hasard, il n'a rien trouvé, qu'il se dit « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose ». Et là, il va lire un chapitre. Pas obligatoirement le premier. Ça peut être le premier, ça peut être un autre chapitre. Et là, il lit le chapitre, pareil, pour essayer de trouver dans le chapitre quelque chose qui lui permet de refuser. Vous comprenez bien qu'il faut de la chance, parce que c'est quasiment impossible de ne pas avoir dans une page, tout d'un coup, un lieu commun que vous avez laissé traîner, une lourdeur dans la syntaxe de la phrase. Voilà. Bon. Et c'est s'il lit ce chapitre et que là, il n'a toujours rien trouvé, qu'il se dit « Ah, je suis peut-être dans mes 2%. » Donc là, il va commencer à lire sérieusement. Et il va lire en se disant « Ah, peut-être que c'est un manuscrit qui vaut le coup et qui va être accepté. » Et il faut comprendre que les 2 lecteurs externes, parce que dans les grandes maisons, en général, ils donnent à 2 lecteurs, un manuscrit le même à 2 lecteurs, il faut que les 2 lecteurs aient rendu un avis favorable pour que ça passe à un éditeur. Donc vous comprenez, quand vous savez que ça fonctionne comme ça, vous comprenez pourquoi autant de manuscrits envoyés par la poste quand on est un inconnu vous reviennent avec une lettre passe-partout qui vous dit, malgré ses très grandes qualités, ce manuscrit n'entre pas dans ce que nous publions aujourd'hui, etc. C'est juste que votre manuscrit n'a pas été lu. Voilà. Alors, une fois qu'on a compris ça et quand on est inconnu, il y a une seule chose qui paye, c'est de jamais s'arrêter à un seul manuscrit, mais une fois qu'on a terminé un manuscrit, on l'envoie chez des éditeurs et on attaque le suivant. Voilà. Et on continue. Et en fait, c'est la persévérance qui paye. Mon frère a dû être édité chez un éditeur, et il a commencé comme moi plutôt chez des petits éditeurs avant d'arriver chez Julliard. Il a dû être édité à son 5e ou 6e livre écrit. Moi, le premier manuscrit qui a été édité, c'était chez un petit éditeur aussi, un éditeur moyen. Ça devait être le 5e ou 6e livre que j'ai écrit. J'ai été édité, c'était donc en 2000, la première fois en 2005. J'avais donc 42 ans. Je suis rentré dans une grande maison d'édition. J'avais 54. Et j'ai eu le premier gros best-seller en dépassant les 100 000, etc.
à 63 ans. 60, non, qu'est-ce que je raconte, à 57 ans. Voilà. Voilà, mais c'est parce que effectivement, si on n'est pas connu, il faut petit à petit creuser son chemin. Et ça, c'est l'université. Par contre, ça m'a beaucoup servi à apprendre à bâtir comme ça une carrière au fur et à mesure. On sait bien qu'à l'université, on ne va pas tout d'un coup, quand on fait une carrière universitaire, qu'on ne va pas être tout d'un coup propulsé professeur de classe exceptionnelle d'emblée. On est obligé de passer par des étapes, etc. Et on est obligé de muscler petit à petit un CV. Mais ça, vraiment, moi, je crois vraiment à la persévérance. C'est-à-dire, je ne crois pas que quelqu'un de talentueux et de persévérant, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit peut-être que ça va arriver qu'à 60 ans parce qu'il va falloir de la chance. Je ne suis pas connu, donc pour arriver dans ce milieu-là, il va me falloir de la chance. Quelqu'un de talentueux et de persévérant finira par être édité. Vraiment, sauf si vraiment sa persévérance, manque de chance, elle ne paye pas avant qu'il décède. Non, ça, j'en suis sûr aussi. Et ça, j'en suis sûr parce que je l'ai bien vu, moi, quand je suis rentré dans les grandes maisons. Les grandes maisons, elles ont besoin d'avoir de nouveaux auteurs. Elles ont déjà des auteurs maison, etc., mais elles ont besoin d'avoir des nouvelles plumes constamment. Donc, quand elles tombent sur quelqu'un de talent, elles sont prêtes à le publier. Mais c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne, parce que du coup, on comprend beaucoup mieux pourquoi on est le plus souvent refusé quand on connaît personne. Et donc, du coup, ça veut dire, c'est pour ça qu'il faut que son manuscrit, et c'est en ça que c'est important d'avoir un regard extérieur, d'apprendre à écrire, etc., c'est pour ça qu'il faut que son manuscrit soit le plus parfait possible. Parce que quand on sait qu'on va être lu avec l'optique, qu'est-ce que je peux trouver pour refuser? Ça veut dire que vraiment, il faut gommer au maximum le plus de défauts possible. Il faut essayer de s'approcher vraiment de quelque chose où il y a vraiment plus beaucoup de défauts pour avoir une chance qu'ils se mettent à lire vraiment tout le livre en ayant d'abord picoré, puis lu un chapitre. Les 5 premiers, vous les aviez envoyés en maison d'édition par la poste aussi? Oui. Ils ont été refusés? Oui, je vais même vous dire, le premier roman que j'ai édité chez Lattès avait été refusé 6 mois plus tôt, envoyé par la poste, avait été refusé 6 mois plus tôt par Lattès, avec une belle lettre passe-partout, malgré ses immenses qualités, ses très qualités. Votre manuscrit ne veut pas être édité. Il se trouve que comme j'ai vraiment moi, conçu ma carrière littéraire comme une carrière universitaire, je m'étais débrouillé pour rentrer dans le milieu. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis devenu membre de l'Académie de pharmacie, j'ai participé activement à la création d'un grand prix littéraire de l'Académie de pharmacie, dont je m'occupe, ce qui me permettait de rencontrer à la remise des prix des éditeurs, voilà, et on discutait. J'avais fait rentrer Philippe Grimbert comme président du jury, qui du coup pouvait me conseiller, et c'est comme ça que j'ai rencontré Isabelle Lafont. Elle est venue à une remise du prix avec c'est un livre Jean-Claude Lattès qui l'avait remporté cette année-là, et c'est en discutant que je lui ai dit je suis écrivain, et c'est elle qui m'a dit, parce qu'on rend ça dans une très belle salle qui date de l'époque de Louis XIII, la salle des actes à Paris-Saint, à Paris-Luxembourg, et qu'elle me dit, c'est plein de portraits d'anciens apothicaires, elle me dit, mais vous, du coup, puisque vous êtes écrivain et du coup vous êtes pharmacien, vous n'auriez pas un manuscrit avec un personnage d'apothicaire? Et j'en avais un justement sous le coude. Ce n'était pas du tout celui que j'étais en train d'envoyer chez les éditeurs, mais j'en avais un sous le coude que j'avais écrit plusieurs années avant. Et du coup, 6 mois plus tôt, je l'avais envoyé chez Lattès, donc refusé. Lettre passe-partout, je lui donne à la main. Depuis, elle m'a dit, quand vous m'avez dit oui à ma question, elle me dit, je me suis pris la tête en me disant, ça y est, je vais encore lire un manuscrit nullose, voilà, j'aurais mieux fait de me taire. Et en fait, elle m'a appelé même pas 15 jours plus tard au téléphone en me disant, mais j'ai adoré, c'est absolument génial, venez dans mon bureau. Et la semaine suivante, je signais dans le bureau directement. Donc voilà, c'est vous dire. Et la rencontre, c'est pas fait par hasard. J'avais fait ce qu'il fallait pour rencontrer ces personnes-là. Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est voilà, il faut travailler, mais après il faut se construire des opportunités, parce que effectivement, donc envoyer par la poste chez des grandes maisons, c'est très compliqué. J'avais failli, avant d'être édité chez Lattès, j'avais failli être édité. Alors je vais peut-être pas dire l'éditeur parce que c'est pas tout ça à sa gloire, mais bon, c'est pas grave. Chez un éditeur, pareil, ayant bien pignon de ses rues à Paris, où en fait le livre, c'était mon premier polar historique à l'époque. Il le trouvait très bien, mais il m'avait dit, j'avais eu l'éditrice au téléphone qui me dit, il est très bien, on aime beaucoup votre livre, mais il faudrait le réécrire entièrement, parce que là vous l'avez écrit un peu avec un peu de style, un peu en voulant retrouver un peu le style de l'époque. Il faudrait l'écrire sujet verbe complément, parce que nous on veut toucher le grand public.
Je lui ai dit, madame, écoutez, moi, j'ai un métier, je suis professeur à l'université, je gagne correctement ma vie. Si j'écris, c'est pour mon plaisir. Donc, si vous me demandez de saboter mon travail, enfin, juste d'écrire moins bien que ce que j'ai écrit, juste pour toucher plus de lecteurs, ça m'intéresse pas. Et du coup, ça s'est pas fait. Et donc, bon, voilà, faut savoir que c'est un milieu où ce qui est compliqué, c'est de comprendre que c'est quand même un milieu commercial. De plus en plus, comme tu le disais, il y a de moins en moins des éditeurs qui sont prêts à prendre des gens qui ont un manuscrit imparfait et dans lequel ils vont investir. Mais c'est pareil, même une fois que c'est publié, il faut comprendre. Ça aussi, c'est quelque chose. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on découvre amèrement au début, quand le succès vient pas. Moi, j'ai connu ça parce qu'au début, j'ai édité chez des petits éditeurs, donc mes livres se sont pas beaucoup vendus. D'ailleurs, c'était plutôt pas plus mal pour ma carrière universitaire, parce que comme tu disais, Béatrice, tu parlais des pseudonymes. Ça, c'est intéressant aussi de parler, quand on a 2 carrières en parallèle, l'intérêt d'avoir un pseudonyme. Moi, au début, comme j'ai publié des recueils de nouvelles, je me suis dit, bon, recueil de nouvelles, personne ne va le lire, ça va être complètement inaperçu, donc je garde mon nom d'Éric Foissier. Aujourd'hui, quand on tape Éric Foissier, tout mon travail universitaire, et pourtant, pendant des décennies, j'ai eu voilà, c'est mon prof à qui j'ai succédé qui m'a dit, il ne faut pas faire de fausse modestie, donc je ne vais pas faire de fausse modeste, mais en droit pharmaceutique, j'étais le number 1 en France. J'ai siégé pendant 20 ans au Conseil national de l'ordre, j'ai présidé la commission juridique au Conseil de l'ordre, j'ai publié énormément, j'ai publié des livres, etc. Quand vous rentrez Éric Foissier aujourd'hui sur Internet, il n'y a plus rien de mon travail universitaire. C'est assez terrible, parce que c'est 30 ans de vie qui ont disparu complètement. Mais du coup, voilà, ça c'est une vraie question à se poser. Il faut comprendre que c'est un système voilà, où il y a cet aspect commercial et que le plus dur, c'est finalement, on a l'impression que c'est d'être édité, mais il y a encore pire que d'être édité, c'est-à-dire d'être édité, que votre livre reste 1 mois en rayon et après il soit passé au pilon, et c'est ce qui arrive pour la majorité des livres. La majorité des livres, c'est ça le destin d'un livre aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a 30, 40 ans. La durée en librairie d'un livre était beaucoup plus longue. Un livre qui était édité il y a 40 ans, il restait au minimum 6 mois en librairie. Aujourd'hui, vous restez 1 mois. Au bout d'1 mois, si ça ne marche pas, vous n'êtes pas en pile obligatoirement, mais même si vous êtes en pile, si ça ne marche pas très bien, au bout d'1 mois, il n'y a plus qu'un exemplaire dans le rayon et il n'est plus vu. Et puis, votre livre, il peut n'exister qu'1 mois, ce qui est terrible. C'est encore pire parce qu'on a l'impression qu'en édité, ça y est, c'est fait. Et en réalité, c'est encore pire quand votre livre, il est connu de personne, personne n'en a parlé, il passe complètement inaperçu et il disparaît au bout d'1 mois des librairies. C'est encore plus terrible. Je ne sais pas où on en est du temps. On est bon là? Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est quand même de savoir aussi quel est le besoin du public. D'échanger. On peut clore le temps de discussion entre vous, mais pardon, une chose qui me paraît important, parce qu'elle nous touche tous, tous ceux qui essayent d'avoir une activité de création, c'est qu'on exerce tous un métier aujourd'hui. Je veux dire, c'est fini les écrivains rentiers. Hein. Je dis toujours à mes étudiants, arrêtez de prendre comme exemple Proust et la recherche du temps perdu, parce que ça vous décourage. Et puis j'ai dit d'abord, Proust, il n'a jamais fait les courses, il n'a pas élevé d'enfants et il n'a pas travaillé. Donc c'est de toute façon incomparable. Donc aujourd'hui, l'écriture, elle doit s'exercer d'une autre manière. Elle doit rentrer dans le cadre d'une vie où nous faisons tout. Hein, nous faisons tout, nous travaillons, nous faisons des courses, nous faisons nous-mêmes à manger. On n'a pas de Céleste Alvarez pour nous faire à manger. On n'a pas de chauffeur, on conduit nous-mêmes, etc., etc. Donc la création, elle change aussi parce que c'est pas le même temps qu'on peut y investir. Et on est en outre dans une société où effectivement on a moins de temps, où on a plus d'activités. Où on a beaucoup plus de sollicitations. Comme j'ai à mes étudiants, j'ai dit Proust n'avait pas Internet, hein, peut-être que il n'avait pas de smartphone, donc il pouvait écrire beaucoup. Mais oui, il y a des changements de mode de vie qui ont effectivement forcément une influence sur la façon dont on écrit. Moi, quand j'ai dit j'ai mis 10 ans à écrire mon livre, oui, c'est parce que je suis perfectionniste, mais c'est aussi parce que quand je dis j'ai mis 10 ans à écrire mon livre, ça veut pas dire que pendant 10 ans tous les jours j'ai écrit, non, il fait pas 1000 pages à la fin. C'est juste que ça m'a pris 10 ans parce que entre temps, parce que c'est haché, c'est fragmenté les temps d'écriture.
Après, bon, on n'a pas tous les mêmes vies, mais a priori, on a tous une vie sociale et un métier déjà. Donc après, c'est vrai que la contrainte est aussi stimulante. J'en discutais justement avec Philippe Brimbert lorsqu'il a donc lui, il est arrivé à l'écriture à travers son histoire personnelle, donc un secret. Hein, et puis tout d'un coup, voilà, ce roman-là touche énormément de monde, donc il est propulsé dans ce monde de l'écriture alors qu'il avait encore complètement son métier de psychanalyste à l'époque. Il avait à la fois des vacations auprès d'enfants dans une institution auprès d'enfants autistes et puis des consultations en libéral. Et il avait l'impression, il me disait, j'avais l'impression que quand j'allais arrêter mon activité libérale et que je garderais juste une demi-journée de vacation par semaine, j'allais beaucoup plus écrire. Il me dit, en fait, non, j'écris beaucoup plus difficilement maintenant que j'ai du temps libre parce que je procrastine. Et c'est pas totalement faux. Moi, je me dis, j'attends avec impatience la retraite pour ça parce que oui, on pourrait parler, parce qu'il y a le temps d'écriture, mais après, on pourrait parler, une fois qu'on est dans le métier d'écrivain, que ça devient un second métier. Moi, c'est vraiment un second métier, hein. Même en termes de temporalité. C'est-à-dire que je suis encore très investi à l'université, je suis encore directeur de mon unité de recherche. J'étais encore jusqu'en septembre au bureau de l'UFR, au conseil de l'UFR. J'ai siégé autrefois au conseil de l'université Paris-Sud, etc. Donc, j'ai très impliqué. Je publie encore. Je dirigeais un master jusqu'à il y a encore 2 ans que j'ai donné à une de mes maîtres de conférence parce que justement, c'est compliqué de faire. Donc, mais je suis encore très investi. Je suis à la fac, moi, du lundi au vendredi. Avant de venir ici, j'étais en cours. Pourtant, ce matin, j'avais une interview avec une journaliste. Donc, c'est vraiment... Du coup, j'ai appris à partager complètement. Et c'est 2 métiers à temps plein et c'est épuisant. Donc, comme je le disais, tous les week-ends, je suis en salon du livre. Donc, moi, je ne me repose pas, j'enchaîne. Quand je vois les auteurs, voilà, donc quand je fais un salon avec Lovenbruck ou Giacometti et tout, ou Bernard Minier, le soir, en général, le samedi soir, il y a toujours une soirée auteur, et puis repas pour les auteurs et tout. Puis après, on va faire l'after. Moi, je fais jamais l'after. Je rentre à l'hôtel et j'écris mon roman. J'écris le roman qui est en cours. Parce que, voilà, j'ai cette obligation-là. Et du coup, je me dis quand même que donc effectivement, c'est un inconvénient parce que ça oblige. Alors c'est un inconvénient si on n'a pas la possibilité de l'intégrer dans une routine. Moi, il se trouve que voilà, maintenant j'ai des enfants qui sont grands, c'était pas possible. Quand j'avais mes enfants, ça tombait bien, j'étais pas chez un grand éditeur, donc j'avais pas une obligation contractuelle de rendre des romans. Quand vous rentrez chez un grand éditeur et que vous commencez à avoir du succès, là vous rentrez dans vraiment quelque chose de contractuel où vous vous engagez à rendre un roman dans un temps donné, etc. Donc ça devient un métier. Et là, c'est plus compliqué et on est obligé d'avoir cette routine. Donc moi, j'ai une routine qui est très, très précise. Hein. Moi, c'est très clair. C'est la fac du lundi au vendredi dans la journée. Par contre, le week-end, jamais la fac. Je suis trop pris. Et en fait, j'écris le soir. Le lundi, vendredi, j'écris de 10h à minuit et demi. Tout le temps. Toute l'année, du lundi au vendredi, j'écris de 10h à minuit et demi. Parce que quand vous êtes dans un roman, ça demande d'être immergé dedans. Oui, c'est vrai. C'est compliqué. Alors, il y a aussi la question effectivement du genre littéraire, oui. Parce que, par exemple, quand j'étais en prépa, qui est quand même le moment où on est je dirais, le plus immergé dans le travail, hein, eh bien, j'écrivais de la poésie, et donc c'était compatible. D'abord, il y avait des cours où on pouvait écouter d'une oreille distraite, écrire voilà, on l'a tous fait. Écrire en cours, ça marche très bien. Moi, je le dis à mes étudiants. Écrivez pendant les cours. Mais la poésie, voilà, c'est un genre qu'on peut pratiquer comme ça pendant 1 heure et puis après ne plus y toucher pendant 1 semaine. Le roman, effectivement, le problème, c'est que quand on l'arrête, si on s'interrompt, c'est terrible. C'est terrible. S'y remettre, c'est terrible. Et donc ça, une fois que je l'ai compris, parce que alors effectivement, les enfants plus le travail, là, ça devient très très compliqué. Moi, ce que je faisais, c'est que je saisis quand je suis dans l'écriture d'un roman. J'ai pas de routine comme ça, de telle heure à telle heure, parce que moi j'ai encore des enfants relativement jeunes, donc de toute façon, si j'essaie d'installer une routine, ils vont être là pour la détruire immédiatement. Mais c'est saisir chaque moment possible d'écriture, et notamment en utilisant le dictaphone. Donc par exemple, je suis en voiture,
je prends des notes tout le temps parce qu'il faut maintenir une espèce de veille permanente. Ça veut pas dire qu'on va avoir le temps d'écrire, de faire des phrases, de mettre les choses vraiment, de les faire exister, de les concrétiser, mais il faut que cet état de veille, il soit quotidien. Donc ça peut être écrire une phrase dans un carnet, mais il n'y a pas de jour où il n'y a pas quelque chose d'écrit, où il n'y a pas une trace de ce qui est en train de m'habiter. Et donc, selon le temps dont je dispose, ça va être plus ou moins important. Et c'est vrai que, alors, du coup, effectivement, j'avoue que le dictaphone sur le téléphone, c'est extraordinaire parce que je peux marcher, promener mon chien et en même temps écrire. Et comme comme beaucoup de gens, c'est vrai que les idées viennent bien en marchant. Ça a toujours été. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont été des marcheurs d'ailleurs, énormément. Eh bien, le dictaphone permet de faire ça. Donc, en fait, à chacun de trouver, il n'y a pas de règle d'or, mais en tout cas, pour ce qui est du roman, là, je suis entièrement d'accord. On ne peut pas, une fois qu'on a commencé, on ne peut pas le laisser en plan pendant de longues périodes. Sauf si on est masochiste. Parce que du coup, effectivement, à chaque reprise, c'est une souffrance terrible. Kafka disait que quand il avait arrêté pendant un certain temps et qu'il se remettait à l'écriture, il disait c'est comme si je fendais la mer gelée à la hache. Non, mais moi, du coup, il y a une routine effectivement du coup, quotidienne. Voilà, je me dis ça. Et puis le week-end, je me dis juste, il faut que j'écrive un chapitre dans le week-end. Voilà. Là, je me mets pas d'horaire, mais je me dis, il faut que j'écrive un chapitre dans le week-end. Si jamais je loupe, comme maintenant c'est très rodé, ça fait maintenant presque 10 ans que je fais ça. Là, c'est une souffrance. Pour moi, quand j'arrête 2-3 jours, si pendant 2-3 jours, je sors de cette routine-là, c'est vrai que quand je reprends le roman, mais je rame un maximum. Donc, c'est vrai que c'est important, le roman, d'être branché dessus. C'est pour ça qu'effectivement, le genre littéraire différent, ça peut être intéressant. Moi, entre mes 18 ans, ou donc de 15 ans à 18 ans, j'ai écrit 3 ou 4 romans, manuscrits de romance, voilà, dont un que j'ai tenté d'envoyer chez les éditeurs à 18 ans. Puis après, j'ai complètement arrêté. Et de 18 ans, enfin du bac jusqu'à mon doctorat en droit, même mon habilitation à diriger les recherches, en fait, j'ai commencé à écrire des romans quand je suis devenu professeur, en me disant, voilà, ta carrière universitaire, elle est installée maintenant, donc donne-toi la liberté de commencer à écrire un roman. Et en plus, comme j'avais pas d'éditeur, parce que les premiers romans, je les ai envoyés par la poste, et que même quand j'ai été édité pour la première fois chez cet éditeur de province, il m'a pas fait signer pour un prochain roman à rendre, etc. Il fallait lui soumettre quand j'en aurais écrit un. Il n'y a aucune pression, il n'y a aucune demande, il n'y a aucune attente. Là, c'est la période bénie où on écrit ce qu'on veut. Parce qu'après, c'est plus compliqué. On rentre dans un système qui est un système quand même qui a une dimension commerciale et vous avez des pressions énormes. Alors, des pressions qui ne sont pas seulement d'ailleurs les pressions des éditeurs. Il y a les pressions des éditeurs, mais il y a les pressions aussi des lecteurs. Le lecteur est hyper conservateur, c'est incroyable. Moi, je l'ai vécu cette année parce que pour la première fois, j'ai fait un pas de côté avec la série du Bureau des Affaires Occultes. Et j'ai plein de lecteurs qui m'ont dit « Ah mais non, mais le Bureau des Affaires Occultes, le Bureau des Affaires Occultes. » Je peux écrire autre chose un peu aussi. C'est assez terrible. Prendre un pseudo. Ouais, voilà, c'est ça, il faut prendre un pseudo et écrire autre chose. On va peut-être passer aux questions. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais passer avec le micro. Bonjour, alors merci, c'est absolument passionnant de vous entendre parler de votre parcours, de ce que vous faites, de l'incroyable performance qui est pour moi de concilier et votre activité d'enseignant-chercheur et l'écriture. J'avais une question qui concerne aussi finalement l'écriture d'articles scientifiques, où l'IA est en train de s'inviter très très fort dans la rédaction. Qu'est-ce qu'il en est pour la fiction? Est-ce que c'est un outil que vous pensez, pourquoi pas, mobiliser dans votre écriture ou absolument pas? Qu'est-ce qu'il en est? Non, merci pour la question. Alors, j'avoue qu'à vrai dire, ça m'a jamais traversé l'esprit. Et bon, j'ai rencontré un écrivain américain en l'occurrence qui le fait. Non, je vois pas l'intérêt en fait parce que c'est quelque chose d'intime, l'écriture. Si j'utilisais l'IA, ce serait sous forme de documentation, c'est-à-dire pour me documenter, pour pouvoir écrire sur un sujet. Mais faire écrire l'IA, non, ça c'est pas possible. Et puis, si je le faisais, j'aurais aucun plaisir à avoir écrit. Enfin, ce serait pas mon livre de toute façon.
Donc non, pour moi c'est pas possible. Alors, ça, c'est une question qui préoccupe beaucoup et qui tourne beaucoup entre éditeurs, auteurs et tout à l'heure actuelle. En fait, je pense qu'il y a deux types d'auteurs. Je parle là des auteurs publiés. Dans les auteurs publiés, il y a deux types d'auteurs. Il y a des auteurs pour qui l'écriture, c'est pas une fin en soi. C'est juste un média. Ils utilisent ce média-là parce que voilà, c'est celui-là qui a marché, mais finalement, ils y accordent pas plus d'intérêt que ça. C'est des écrivains qui vont accepter, par exemple, si leur éditeur leur dit « fais-moi du sujet-verbe complément », ils vont faire du sujet-verbe complément. On en connaît, hein. Bon, il suffit d'ouvrir les livres et vous verrez. Hein. Voilà. Moi, j'en connais plein. J'ai discuté avec eux, j'ai lu leurs livres, je sais ce qu'ils font, je sais ce qu'ils pensent. Donc, il y a même parmi eux, il peut y avoir des auteurs très célèbres. Hein. Et ça veut dire que juste, en fait, ce ne sont pas des écrivains au sens où l'écriture n'est pas première pour eux. C'est des gens qui ont envie de passer quelque chose, de dire quelque chose, qui en plus ont du succès, donc qui vont... Et on le voit. Alors, si vous regardez un peu la sphère littéraire, vous verrez bien que certains même déclinent maintenant dans d'autres domaines. Font des conférences, font de la musique, font du truc et tout. Bon. On voit bien que l'écriture... Alors, ceux-là, une bonne part de ceux-là, ils sont tout à fait prêts à faire de l'IA. Alors, ils sont tout à fait prêts à faire. Il y en a déjà contesté. Hein. Ça rejoint la question de la recette. Oui. Comme je disais dans les ateliers d'écriture, l'idée, c'est de justement ne pas enseigner de recettes, mais partir de ce que la personne a de singulier. Voilà, moi, ce qui m'intéresse en littérature, toujours, c'est la singularité. Donc, c'est le contraire même de l'IA, en fait. C'est-à-dire que voilà. Donc l'IA, c'est un outil, et un auteur qui n'accorde pas plus de choses, pour qui l'écriture n'a été qu'un média, mais qu'en fait c'est pas ça qui est premier dans son désir, dans ce qu'il fait, il n'aura pas trop de mal à aller tâter de l'IA. Pour regarder, au départ ils y vont pour regarder. Hein, certains me l'ont dit, ils ont rentré, voilà, en futur roman, voilà, écris-moi 3 chapitres, voilà le thème. Voilà, je te donne ma documentation, je te nourris avec la documentation que j'ai réunie, sors-moi un livre écrit dans le style de. Puis ils mettent leur nom, puis ils regardent. Bon, puis après, ils ajustent un peu et tout. Bon. Donc ça, c'est un vrai problème. Et les éditeurs savent qu'ils commencent à voir des manuscrits où ils se disent qu'il y a de l'IA. Bon. Après, effectivement, moi, ça me viendrait pas du tout à l'idée. Parce que moi, je suis rentré à l'écriture justement comme lecteur par le charme des mots et l'envie. Donc, je prétends pas, moi, faire de la grande littérature, parce que je suis plutôt dans un genre qui est littérature populaire, quoi qu'on a dans le genre littérature populaire, on a de la grande littérature. Hein. Dumas, c'est un de nos plus grands écrivains français, c'est de la littérature populaire. Mais moi, ce qui me plaît, quand j'écris un livre, c'est de travailler un tout petit peu, un minimum le style, c'est que le style soit au service de l'histoire que je raconterai. Je me considère plus comme un romancier que comme un écrivain. C'est-à-dire, si je me compare par exemple à mon frère, puisque j'ai la chance d'avoir un autre auteur dont je sais très bien d'où viennent ses livres, comment il les travaille, etc., de nous deux, moi je suis plus romancier qu'écrivain et lui plus écrivain. C'est-à-dire que lui, il n'a pas envie de raconter une histoire, il a envie de travailler l'écriture et que son livre ne tienne que par l'écriture. Donc c'est ça, son principal intérêt, c'est ça. Et il ne lit que des auteurs. Voilà. Dans sa bibliothèque, vous trouvez plus de Minuit, de Paul, que d'autres collections plus populaires, etc. Moi, je me considère plus comme un raconteur d'histoires. J'aime raconter des histoires. J'aime inventer des histoires. J'aime emmener le lecteur avec moi dans un univers, voilà, par exemple dans le Paris de 1830. Mais par contre, pour moi, l'écriture est importante. C'est-à-dire que, voilà, moi, ça m'intéresse pas d'écrire sujet vers complément. Parce que déjà, en tant que lecteur, ça m'intéresse pas. Moi, un livre, même s'il est intéressant, même s'il raconte quelque chose d'intéressant, même s'il est écrit, si dans le livre, toutes les phrases du livre peuvent être écrites par n'importe quel kidam pris dans la rue, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime comme lecteur, c'est au détour d'une page me dire, waouh, j'avais jamais vu ce sentiment ou ce paysage décrit avec ces mots-là, cette image-là. Waouh, c'est génial ça. Me décrire ça avec ces mots, waouh, j'avais jamais vu ça nulle part. Et moi, c'est ça que je recherche dans la lecture. Et j'essaye d'en glisser au moins quelques-uns dans chacun de mes livres, de trouver une image qui me soit personnelle, que j'ai pas lue ailleurs. Je me dis, voilà, ça, j'ai l'impression que c'est un peu original, que je l'ai, en tout cas,
à ma connaissance de lecteur, je l'ai pas lu déjà écrit comme ça, voilà. Et c'est ça. Et ça, l'IA, elle vous fera jamais. Par définition, elle vous fera jamais. Et donc, moi, vraiment, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'il y a aucun plaisir. Je pense que je pourrais rentrer les 18 livres que j'ai écrits et demander à une IA très perfectionnée de me dire, sors-moi, voilà le thème de mon nouveau roman, voilà toute la documentation que j'ai amassée, maintenant sors-moi le nouveau Éric Foissier. Je n'aurais aucun plaisir. Comment dire, juste le plaisir de toucher le chèque à la fin du mois, mais comme je l'avais expliqué à cet éditeur-là, moi j'ai un métier, c'est peut-être justement, je trouve la chance que j'ai eue de ne connaître le succès que très tardivement, alors que j'avais fait toute ma carrière universitaire. C'est-à-dire que ma carrière universitaire m'a apporté tout ce que je pouvais espérer en termes de gloire, de reconnaissance. Voilà, j'ai une boutonnière bien fleurie. Voilà. Donc mais c'est génial après de devenir écrivain et de connaître le succès une fois que c'est fait ça. Parce que je rencontre plein d'auteurs où je sais qu'ils sont avides de reconnaissance, de gloire, etc. Moi, ça, je l'ai eu par la carrière universitaire. Oui, et puis pardon de t'interrompre, mais il y a aussi le fait que lorsqu'on a un métier déjà, on n'a pas besoin de publier pour vivre, et donc on n'a pas non plus besoin de chercher à faire quelque chose de vendeur. On est libre de créer ce qu'on veut. Et ça, c'est important. Ça, c'est important, oui. Ouais. La liberté, c'est hyper on n'a pas cette pression-là de se dire, il faut que j'écrive et il faut que ça marche. Non, ça marche. On écrit exactement ce qu'on veut. Et c'est ça qui peut conduire à utiliser l'IA, c'est d'avoir envie que ça marche, donc envie d'appliquer des recettes, comme tu disais. Et on sait très bien que aujourd'hui, si vous voulez avoir un très gros succès, c'est-à-dire là on parle des très très gros succès, c'est-à-dire vendre des millions. Pour vous, il faut avoir quand même une idée de ce qu'est la vente des romans en France. Hein. La vente moyenne d'un roman en France, c'est aux alentours de 800 000 exemplaires. Hein. Ça, c'est les ventes moyennes. Aujourd'hui, à partir de 20 000 exemplaires, vous êtes best-seller. Il y a très peu d'auteurs qui vendent 20 000 exemplaires. Vous avez d'anciens prix Goncourt et qui sont des beaux écrivains avec un vrai style. Je pense à Jean Rouault. Jean Rouault, aujourd'hui, son roman, les romans, quand il sort un roman, il est tiré à 2000 exemplaires. Autrement dit, ils ne vivent pas de leur plume. Ah bah non, plus du tout. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez beaucoup d'auteurs qui vont faire, soit qui sont éditeurs, directeurs de collection, ou qui font des ateliers d'écriture ou des conférences, etc. Parce que c'est rare les auteurs qui vivent de leur plume. Moi aujourd'hui, je pourrais vivre de ma plume, mais c'est arrivé, vous voyez, depuis 2021 que je pourrais vivre largement de ma plume. Et c'est arrivé, si j'avais 58 ans. Et tu n'aurais pas écrit parce que tu aurais passé ton temps à chercher des boulots alimentaires. Exactement. Et puis, j'aurais pas écrit ça. Parce que, voilà, si on veut toucher un large public, il faut écrire simplement. C'est impossible. Si vous écrivez de façon un peu raffinée, vous ne pouvez pas toucher un très, très large public. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, hein, clairement. Mais d'une façon générale, vous pouvez pas. Et en plus, vous êtes obligé de vous couler, enfin vous vous sentez obligé de vous couler dans des moules, des sujets porteurs, des choses comme ça. Et en plus, l'éditeur va vous pousser à aller vers ça. Donc si vous voulez faire ce qui vous plaît, vous savez que vous allez vers des niches où mon frère, par exemple, sait très bien qu'il vendra jamais autant de livres que moi parce que moi je suis dans le polar. Alors moi j'ai choisi une niche qui est le polar historique. Déjà je me suis fermé le million de lecteurs. J'aurai jamais un million de lecteurs, c'est sûr, avec du polar historique. Vous savez que déjà 100 000 c'est formidable. Par exemple, si vous prenez Nicolas Le Floch, Parrot, qui paraissait le grand auteur de polar historique, il faut savoir que Jean-François Parrot, c'est Nicolas Le Floch. Il n'a jamais dépassé en grand format 60 000 exemplaires. Et c'est génial, hein. Il y a peu d'auteurs qui peuvent dire je vends à 60 000 chacun de mes grands formats. C'est les poches qui l'ont fait connaître, Parrot, et le plus souvent c'est les poches qui font vivre. Les poches multiplient par 3 les ventes d'un livre. Quand vous vendez 100 000 exemplaires d'un grand format, vous allez vendre au minimum 300 000 exemplaires d'un poche. Et après, c'est toutes les activités annexes. C'est-à-dire qu'après, vous avez des traductions, après, vous avez des BD, BD du Bureau des Affaires occultes. Là, c'est là que ça devient intéressant. C'est quand vous ne créez plus et que vous touchez des droits parce que des gens veulent reprendre votre création pour recréer. Là, ça devient
très agréable. Non, en fait, je plaisante parce que c'est pas l'argent qui motive. C'est intéressant de voir des créateurs s'emparer de ce que vous avez créé pour en faire autre chose. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant de voir ce qu'un autre créateur qui n'est pas dans le même domaine que vous va faire de quelque chose que vous avez créé. C'est absolument fascinant. Mais voilà, je passais un merci pour votre attention. Je savais pas qu'il y avait cette diapo après. Mais... On peut peut-être prendre une autre question, Eric. Vous avez d'autres questions? Oui. Alors, bon, j'en ai deux là déjà. Je crois qu'il y a une diapo derrière, si vous voulez. Il y a une diapo derrière, si vous voulez. J'avais une question sur l'écriture. Quand on est, en fait, j'imagine que quand on écrit, on a ce côté perfectionniste et on se dit, je vais encore retoucher mon livre ou je vais encore retoucher ça. Et au final, je sais pas, on le rend jamais à l'éditeur parce qu'on est toujours en train de retravailler ça et retravailler ça. Et à un moment donné, il faut dire, bon, bah, stop, j'arrête et je le confie. Et je sais pas à quel moment on se dit, là, j'arrête et je le confie. Et à quel moment on fait un peu le deuil de la perfection le perfectionnement de son écriture. Alors, moi, c'est une question justement que j'arrive pas à résoudre. C'est-à-dire que moi, je fais jamais le deuil. Et moi, c'est mon fils qui... en fait, j'ai commencé ce roman lorsque mon fils aîné avait 1 an. Donc, il m'en a toujours entendu parler de ce roman que j'allais finir un jour. Et à un moment donné, il m'a dit... Maman, ça suffit, tu arrêtes de retravailler, c'est terminé. Et je me suis dit, ok, il a raison, ça fait 10 ans. Voilà, j'ai réalisé qu'à ce moment-là, il avait quand même 12 ans, enfin, ouais, 11-12 ans. Je me suis dit, il a raison, faut arrêter faut l'envoyer, quoi. Voilà. Mais pour moi, c'est très dur parce que, alors moi, pour le coup, je suis plutôt dans une écriture plus comme ton frère, c'est-à-dire je suis beaucoup dans la recherche d'une écriture absolue, enfin de trouver une écriture singulière. Je travaille énormément mes phrases, je les dis à voix haute, je peux passer une journée sur 2 phrases. Enfin, c'est une vraie torture pour moi, par moment. C'est pas toujours agréable. Je raconte pas d'histoire. Enfin, je raconte quelque chose, mais c'est secondaire, on va dire. Donc ça peut durer très longtemps, ça peut durer indéfiniment. Donc je pense qu'il faut se mettre des garde-fous et à un moment donné se donner un délai en se disant, c'est un peu comme la thèse, hein, à un moment donné, je la rends, quoi. Même quand tu l'as envoyé chez les éditeurs, tu le retravailles, tu continues pas à le retravailler? Non. Tu touches alors plus là, j'y touche plus, D'accord. Mais je suis pas satisfaite complètement de ma 3e partie. Tu y retoucheras dans quelques temps. Mais voilà, donc là, comme je l'ai envoyé, j'ai fait une première salve d'envoi il y a 1 an. Donc quand mon fils m'a dit ça suffit, puis il m'appelait tous les jours après, parce qu'il était parti en vacances lui avec son père, et il m'appelait, il me disait maman, tu envoies, t'as envoyé aujourd'hui, parce qu'il disait ça y est, je l'ai laissé toute seule, elle va retravailler, elle va en profiter. Donc j'étais obligée de lui dire bon oui, là j'ai envoyé à Gallimard, je lui disais j'ai envoyé à tel éditeur, etc. Donc j'ai fait une première salve l'an dernier aux très grandes maisons d'édition. J'ai eu des lettres type, voire rien du tout, parce que maintenant, en plus, il y a des maisons d'édition qui n'envoient même plus rien, qui disent si dans 4 mois on n'a pas répondu, c'est voilà. Donc on n'a même plus la lettre type. Et puis bon, j'avais une 2e série de maisons d'édition, donc là j'ai envoyé à la 2e série, puis après j'ai la 3e série. Et quand j'aurais fait les 3 séries, si ça passe pas, bon, j'en ai commencé un autre de roman, mais je sais que je pourrais pas m'empêcher de le retoucher. Mais là, je m'interdis d'y toucher à celui-là tant que j'ai pas les refus de toutes les maisons que j'ai sur ma liste. Mais je pense que là, pour le coup, avoir fait une carrière universitaire, ça aide. C'est-à-dire, parce qu'effectivement, il y a 2 cas de figure. Soit que j'ai connu moi aussi comme Béatrice, c'est-à-dire qu'on a un livre qui n'est pas attendu par l'éditeur. C'est le cas le plus fréquent. Hein. Donc là, effectivement, en fait, on termine jamais de l'écrire. C'est-à-dire, moi aussi, j'ai des manuscrits quand ils n'étaient pas pris par les éditeurs. Je l'ai laissé de côté, mais pour moi, il était toujours éventuellement perfectible. Donc, il n'était pas interdit. Je revenais régulièrement sur certains des manuscrits, parce que donc j'avais des manuscrits dans les tiroirs, donc je pouvais y revenir. Là où le fait d'être universitaire nous aide beaucoup, c'est quand justement, et mine de rien, du coup, c'est un gros avantage par rapport aux autres auteurs, d'avoir cette carrière d'universitaire, parce que ça nous a appris à la fois la rigueur et le respect des deadlines. Quand vous avez des deadlines par un journaliste pour une review, etc., et qu'il faut le rendre,
vous savez bien que vous ne pouvez pas faire autrement que de le rendre au bon moment. Et du coup, mine de rien, ça c'est très important parce que ça oblige à se dire, ben voilà, je ne peux pas aller au-delà de ça. Et en fait, c'est hyper important. Et ce qui est fou, c'est que beaucoup d'écrivains ne l'ont pas compris, ça. Il y a des écrivains qui se plaignent que leur éditeur les traite mal, n'assure pas la promotion, etc. Moi, j'ai compris, mais du fait justement de la carrière universitaire, et c'est vrai que là, du coup, l'université voilà, nous aide, nous donne des atouts pour ça. J'ai compris que si on ne respectait pas ça, la deadline que nous avait donnée l'éditeur, derrière, il y avait plein de choses qui tombaient à l'eau. Moi, par exemple, quand je rends mon manuscrit à l'éditeur, derrière, il est programmé la sortie du précédent au livre de poche. Et il se débrouille toujours pour que le nouveau grand format, comme j'écris un livre par an, que le nouveau grand format sorte en même temps que le livre de poche. Donc, ils ont prévu toute une promotion conjointe avec le livre de poche, dans les radios, d'affichage dans les gares, etc. Si je ne rends pas le grand format, le nouveau grand format en temps et en heure, c'est-à-dire que ça fait capoter toute cette promotion qui est prévue conjointe. Et ben, il y a plein d'auteurs qui ne comprennent pas ça. Et moi, j'avais été surpris la première fois où, chez Albin Michel, ils m'ont dit, mais c'est formidable de bosser avec vous parce que quand on vous envoie un mail, on a la réponse le jour même. Quand voilà, vous avez une deadline dans votre contrat, vous la respectez. Et moi, ça me paraît le minimum comme universitaire. Mais en fait, je m'aperçois que dans le milieu littéraire, c'est en fait l'exception en réalité. C'est pas du tout la règle. Et en réalité, si on veut être bien traité par son éditeur et si on veut que l'éditeur suive, il faut accepter comme exactement dans une carrière universitaire, vous savez qu'il faut respecter les deadlines, sinon votre article ne sera pas pris si vous n'avez pas respecté les deadlines. Vous savez là qu'il faut respecter les deadlines, sinon effectivement vous mettez dans l'embarras l'éditeur. Après aussi, il y a évidemment cette question-là à laquelle j'en suis pas encore là, mais j'espère l'être un jour. Mais de toute façon, à un moment donné, si vous ne finissez pas ce que vous êtes en train d'écrire, il y en a un autre qui pousse derrière. Il y a aussi le désir d'un autre d'en écrire un autre. Et alors on peut le faire en parallèle, ça marche un certain temps, mais au bout d'un moment, on en a marre. On aimerait bien laisser la place au deuxième. Donc on se dit bon allez, je clôt le premier parce que là quand même le deuxième il mérite aussi toute mon attention et ça aide. Et puis après ça dépend du genre qu'on écrit. À un moment donné, moi j'ai écrit pour le théâtre. Alors là c'est complètement autre chose parce que dans le théâtre, quand on écrit du théâtre, ça n'est pas la publication qu'on vise. On vise à être joué. Et donc là j'ai travaillé avec des metteurs en scène et des comédiens. Et donc là c'est très différent parce que de toute façon il y a des dates. Hein. Donc le texte il doit être terminé. Moi, j'ai travaillé avec des artistes, même en résidence, où là, on était en résidence, j'étais avec eux toute la semaine, du matin au soir, parce que de toute façon, 3 semaines après, la pièce, elle devait passer en lecture au Rond-Point, au Théâtre du Rond-Point à Paris. Donc, il fallait finir. Donc, voilà. Mais dans le théâtre, c'est une autre problématique. C'est plus facile d'aller vite. C'est un genre qui, de toute façon, demande une certaine vitesse d'écriture, certains dynamismes, et ça n'est pas très long non plus. Si on compare par rapport à un roman, même en quantité de textes écrits dans une pièce de théâtre, c'est plus court à écrire. Et puis il y a la dynamique des dialogues et de l'enchaînement des scènes qui fait que de toute façon, on peut pas se dire je vais mettre 1 an à écrire ma pièce de théâtre, ça marche pas. Il y avait une autre question là. Bonsoir, merci pour ces temps d'échange qui sont très inspirants. J'avais 2 questions. Alors déjà, c'était plutôt sur le travail du romancier, sur la construction d'un roman, notamment dès qu'il y a une dimension historique, sur la prise de notes, comment organiser ses idées au niveau de la structure, de la trame, des personnages pour pas s'y perdre, ne pas se noyer dans trop d'informations. Est-ce que vous couchez toutes vos notes sur papier? Est-ce que vous utilisez des traitements de texte classiques comme Word ou d'autres systèmes? Alors, pour répondre déjà à ça, alors c'est très curieux parce qu'effectivement, tout le travail documentaire, je le fais à la main. Je ne pourrais pas faire ça sur l'ordinateur. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai jamais pu faire ça. Donc j'ai des fiches qui sont des fiches écrites à la main. Voilà. Donc je me fais des fiches à la fois de documentation, voilà, les vêtements, les moyens de transport, les lieux où on se divertissait, etc. Et donc ça, c'est le résultant de tout le travail documentaire qui est fondamental, qui est un travail un peu documentaire en
en entonnoir. Hein. On part d'abord d'ouvrages généraux sur l'époque, puis après on va faire lire des biographies des personnages de l'époque, puis des ouvrages plus spécifiques sur tel épisode qui se déroule, tel fait qui se déroule à cette époque-là. Puis après, il y a la documentation technique, donc on resserre l'entonnoir sur comment les gens se divertissaient, comment ils mangeaient, comment ils se déplaçaient, etc. Et puis après, on arrive vraiment à la toute fin où là, des fois, il faut aller se déplacer dans des archives, etc. Même s'il y a beaucoup de choses aujourd'hui heureusement, qui sont numérisées. Hein. Quand Maurice Druon écrivait les Rois maudits, il avait toute une équipe de secrétaires, etc., et de documentalistes, parce qu'il fallait absolument aller en archives. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'archives qui sont numérisées, ça simplifie beaucoup le travail de documentation. Mais de temps en temps, vous êtes obligé de vous déplacer. Par exemple, pour reconstituer la préfecture de police en 1830, elle était dans la rue de Jérusalem, qui est aujourd'hui une rue qui n'existait plus, qui est englobée dans le palais, hein, sur l'île de la Cité. Et bah, du coup, il y a des gravures de cette préfecture de police du début du 19e siècle qui sont à la préfecture de police. Donc ça, je fais cette documentation-là. Et après, par contre, moi, c'est la façon de procéder, hein, mais il y en aurait d'autres. Hein. J'ai d'autres amis qui font du polar historique et qui ne font pas du tout comme moi. Mais moi, je fais toujours un chapitrage. C'est-à-dire qu'avant de commencer le roman, je conçois toute l'intrigue. En gros, puisque j'écris un roman par an, c'est très simple. Hein. Pour moi, la documentation de fond sur la période est faite. Les 3 premiers mois de l'année, je fais la documentation pour le roman que je vais écrire. La thématique que je vais aborder dans le roman. Ça, c'est janvier, février, mars. Avril, mi-mai, je conçois l'intrigue et je fais mon chapitrage. C'est-à-dire, je note la 40aine de chapitres et c'est très court. Hein. Ça tient sur 2 lignes. J'écris en 2 lignes ce qu'il va y avoir dans chaque chapitre. Comme ça, l'histoire est complètement structurée. Et je pars en ayant une histoire qui est complètement structurée. Et je le fais d'autant plus que c'est du roman policier. Quand j'ai écrit aussi des romans non policiers, j'en ai publié 2, mais j'en ai écrit beaucoup plus. Là, je n'avais pas besoin de faire un chapitrage, je n'avais pas besoin de concevoir toute l'intrigue avant. Dans la littérature dite blanche, on peut se laisser entraîner sans trop savoir en fait où on va aller. Roman policier, c'est plus compliqué. Donc, je structure tout avec ce chapitrage. Mais je n'ai jamais respecté le chapitrage que j'avais fait. C'est-à-dire qu'en cours d'écriture, je modifie au moins 3 ou 4 fois, à chaque fois, le chapitrage. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes de rythme, que tout d'un coup, il vaut mieux fusionner 2 chapitres, qu'il faut mieux en supprimer un. Vous vous rendez compte que vous avez fait faire quelque chose à votre personnage, comme je disais un peu plus tôt, qui ne correspond pas à la logique interne de ce personnage. Vous dites, ah ben non, j'avais prévu de lui faire ça, mais non. En fait, Valentin ou Trucmuche, il ferait jamais ça. Donc non. Donc vous êtes obligé de reprendre. Et donc, du coup, vous ne le respectez pas, le chapitrage, heureusement, parce que du coup, voilà, on est nous-mêmes surpris. Je me souviens, quand j'étais ado et que je regardais Apostrophe, à 14-15 ans, Jean-Loup Pépin, moi, ça me fascinait, Apostrophe. Quand je voyais des écrivains, pour moi, ils avaient l'air un peu poseurs, qui disaient, alors là, mon personnage m'a emmené là où je n'aurais jamais cru aller, etc. Moi, j'ai l'impression que c'était des poseurs, un peu... c'est lui qui écrit, c'est lui qui tient le stylo, il sait bien où il veut l'envoyer, son personnage. Maintenant, une fois qu'on écrit, on se rend compte que, bah oui, c'est vrai. C'est qu'en fait, si vous avez réussi votre personnage, il a sa propre logique interne et vous pouvez pas lui faire faire ce que vous voulez. À un moment donné, il s'impose à vous. Et donc, heureusement, du coup, vous êtes surpris. Et du coup, vous êtes obligé de modifier ce que vous aviez prévu. Mais moi, en tout cas, je fonctionne toujours comme ça. Et du coup, le travail purement d'écriture pour des romans qui font, moi, mes romans, ils font à peu près 630 000 signes. En gros, ça va donner 360 pages en grand format, à peu près. Ça me prend à peu près 7 mois d'écriture, 7-8 mois d'écriture. C'est-à-dire que je fais donc d'avril à mai, je fais mon chapitrage. Je commence les premiers chapitres, donc mai-juin. Les tout premiers chapitres, les 4-5 premiers chapitres, c'est les plus durs à écrire. Il faut vraiment planter l'univers du livre, etc. L'été, pour moi, est hyper important, parce que c'est le moment où il n'y a plus la fac. Donc là, l'été, j'en profite beaucoup. Je dois dire que là, pour le coup, je suis un peu vieille école. Vieille école comme mes anciens maîtres. C'est-à-dire que les gens dans mon service, ils savent que l'été, pour moi, c'est pas juste le mois d'août, justement, que c'est plus long et que je bosse, mais que je me laisse l'été, un gros été de 6 semaines où je décroche de la fac. Et pendant ces 6 semaines-là, j'avance un maximum le roman. C'est-à-dire que là, j'avance, j'écris, je suis immergé dedans, et c'est ça qui va me faire écrire vraiment le premier tiers du roman, du premier tiers à la première moitié. Et là, dans la période où on est actuelle, voilà, je déroule, et là, c'est que du bonheur. Donc là, par exemple, je suis aux 3/4 du prochain roman, donc je dois rendre le manuscrit fin décembre.
sera probablement terminé début novembre et je vais pouvoir laisser 1 mois d'attente, laisser reposer pour le reprendre et le relire. Voilà, donc ça, je fais comme ça. Mais du coup, ouais, il y a une construction et il y a une structuration pour moi, mais parce que ce n'est pas de la littérature blanche. Encore une fois, la littérature blanche, je pense qu'on peut faire autrement, mais sur du roman policier, c'est compliqué de faire autrement. Et si je peux, j'avais une deuxième question concernant le milieu de l'édition, notamment, qui est peut-être un peu imperméable quand on n'est pas introduit au début, qu'on ne vient pas par exemple, d'une famille littéraire. Est-ce qu'il y a des possibilités, même en étant un jeune auteur qui ne fait pas des concours ou ce genre de choses, d'arriver à être introduit? Est-ce qu'il faut aller vers, par exemple, de l'auto-édition? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Et est-ce que vous pensez qu'il y a encore la place dans les grandes maisons d'édition pour des grandes fresques historiques telles que Les Rois Maudits? Est-ce que ça se fait encore, ce genre de roman? Oui. Moi, c'est un peu ça que j'ai fait. Avant de publier ces romans qui ont eu un très très gros succès, Le Bureau des Affaires Occultes, etc., j'avais publié chez Lattès, et chez Lattès, j'ai publié par exemple 2 romans qui se passent à l'époque mérovingienne, c'est très proche des Rois Maudits. D'ailleurs, dans les critiques, ils disaient c'est entre Game of Thrones, Les Rois Maudits et Vikings. Donc oui, non, je dirais même qu'il y a un renouveau du roman historique. C'est très dans l'air du temps, le roman historique. Hein. Non, c'est possible. Simplement, voilà, il faut comprendre quelles sont les règles du jeu, et donc du coup, il faut aussi, comme l'a dit Béatrice, hein, c'est vraiment, faut regarder. D'abord, faut faire attention à qui on envoie. Ça sert à rien d'envoyer dans une maison qui ne publie pas ce que vous venez d'écrire. Mais ça a l'air de rien, mais c'est presque 1 fois sur 2, le manuscrit correspond pas à ce qui est publié la maison d'édition. Il faut faire une étude de marché en quelque sorte. Exactement. Il faut regarder ce que vous avez écrit, le genre que vous avez écrit, quelles sont les maisons qui publient ça. Et une fois que vous avez fait ça, il faut repérer des grandes maisons, des moyennes maisons et des petites maisons. Ça peut être intéressant de publier dans une petite maison. Simplement, ce qu'il faut éviter, c'est alors absolument l'auto-édition. Il y a une règle d'or. Faut pas auto-éditer. Hein. Une règle d'or, c'est on ne dépense pas 1 centime pour être édité. On ne dépense pas 1 centime pour être édité. Il y a un marché de l'auto-édition actuellement. Il y a un vrai marché qui se fait sur l'envie qu'ont les gens de publier. Et enfin, moi, je dis à mes étudiants, ne donnez pas d'argent, ne publiez pas à compte d'auteur. Moi, c'est vraiment la règle que je m'étais donnée. Je ne dépenserai pas 1 centime pour être édité, être édité. Et surtout, vous n'aurez aucune reconnaissance avec ça. C'est-à-dire que vous aurez dépensé de l'argent, mais il n'y aura pas de diffusion, donc vous n'aurez pas très peu de lecteurs. Et ensuite, pour postuler, entre guillemets, dans des maisons d'édition établies, ça ne vous apportera rien. Ce ne sera pas considéré comme de l'édition, en fait. En fait, c'est un gros marché. L'auto-édition et l'édition à compte d'auteur. Alors, c'est encore pire. L'édition à compte d'auteur, c'est encore pire. On peut dire peut-être 2 mots pour distinguer les deux. Mais en fait, on vous fait miroiter des choses parce que même pour l'auto-édition, aujourd'hui, c'est très à la mode et on vous met en avant 2-3 personnes qui ont publié leur livre d'abord sur Amazon ou autrement en auto-édition et qui se sont fait remarquer, qui ont été édités. Ouais. Je pense qu'en France, on les compte sur les doigts des 2 mains. Alors, il n'y a pas plus de 10 écrivains, ça serait plutôt, moi j'en connais plutôt moins de 5 qui sont arrivés comme ça. Et en vous mettant ça en avant, on vous met en avant le marché de l'auto-édition. Vous avez moins de chances d'être repéré en faisant de l'auto-édition qu'en envoyant vos manuscrits par la poste chez des grands éditeurs. Après, il faut savoir que c'est ce que dit Béatrice, c'est-à-dire que vous ne serez jamais diffusé. Les livres en auto-édition, ils sont pas diffusés. C'est vous qui les diffusez. Autant faire des photocopies et distribuer à vos amis, ça revient même, en fait. Les livres à compte d'auteur, pareil, c'est pas diffusé. Et alors là, c'est encore plus terrible parce qu'en fait, les livres à compte d'auteur, vous avez dépensé de l'argent et en plus, le tirage vous appartient pas. Il appartient à l'éditeur. Alors, au moins, en auto-édition, les livres, ils vous appartiennent. Vous avez dépensé de l'argent, mais les livres, ils sont à vous. Vous les gardez, puis vous pourrez, en 10 ans, les écouler à tous vos amis. Peut-être qu'un jour, vous aurez écoulé tout le tirage. Chez un éditeur à compte d'auteur, ils vous appartiennent même pas, les livres. C'est-à-dire que vous avez dépensé en général autant que pour l'auto-édition, mais en plus, les livres vous appartiennent pas. Et ils vont être refusés par tous les libraires. Les libraires ne les prennent pas. Vous serez jamais invité sur des salons du livre, etc. Ça marche. Donc, non. Oui, puis ce qui compte, pourquoi c'est important une vraie maison d'édition? Parce que ce qui compte aussi, c'est de savoir que ce qu'on écrit a une reconnaissance. Et cette reconnaissance, on ne peut la avoir par l'auto-édition ni par l'édition à compte d'auteur. Et c'est important.
Et on ne peut pas rester en auto-édition et en édition et toucher des centaines de milliers de lecteurs. C'est-à-dire ça, c'est pas possible. Parce que ce qui va faire la différence, c'est la promotion, c'est la diffusion, c'est la mise en place. Donc en fait, c'est plus intelligent d'aller démarcher éventuellement des petites ou moyennes maisons d'édition. Par contre, ce qui est important, et ça, on n'y fait pas trop attention quand on connaît pas trop le milieu, il faut toujours faire attention par qui ils sont diffusés. Le distributeur et le diffuseur, c'est hyper important. Vous pouvez vous permettre de publier dans une petite maison si elle est correctement diffusée. Donc, si elle a un contrat avec un grand diffuseur-distributeur. Donc, si elle va être distribuée par Hachette, par la Sodis, qui est le distributeur de Gallimard, etc. Et ça, c'est hyper important. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup parce que vous avez plus de chances d'être lu. C'est-à-dire que chez un petit éditeur ou un moyen éditeur, moi, c'est là que j'ai commencé à être édité en envoyant par la poste. Là, ce sont des gens qui vont pas procéder comme je vous ai expliqué. Ils vont pas juste prendre une page. Là, ils vont commencer à vous lire vraiment parce qu'ils reçoivent beaucoup moins de manuscrits et qu'ils sont à la recherche, eux, de gens nouveaux. Donc, ça peut être quand on n'est pas du tout connu, ça peut être une façon de commencer. C'est d'être édité chez un petit éditeur, un moyen éditeur. Vous commencez à faire quelques salons du livre, vous commencez à rencontrer des auteurs, vous commencez à discuter, vous vous faites un réseau. C'est ce que m'a appris aussi l'université. Ça, c'est très important de comprendre que dans la vie professionnelle, ça fonctionne avec un système de réseau. Il faut se construire des réseaux, des contacts. Et du coup, plus vous commencez à connaître de gens, etc. Moi, mon entrée chez un grand éditeur parisien s'est fait comme ça. Je vous l'ai expliqué. Hein. Voilà, du coup, j'ai pu rencontrer Isabelle Lafont comme ça personnellement. On a bien accroché. Je lui ai donné mon manuscrit. Elle l'a aimé. Elle a publié. En plus, vous squeezez tout là, du coup, parce que ça passe pas par un éditeur. À l'époque, c'était elle la présidente de la thèse. Donc, quand elle vous dit oui, vous passez aucune barrière. Vous signez directement dans son bureau une semaine après. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Mais surtout, moi, c'est vraiment la règle d'or. Ne dépensez pas un centime pour être édité. Les éditeurs sont suffisamment à la recherche de nouvelles plumes. Alors, mais il faut vraiment avoir conscience qu'ils sont dans cette recherche-là, mais qu'il faut de la chance quand même et du coup de la persévérance pour y arriver. Parce qu'encore une fois, c'est quand même, il faut bien comprendre que tous ces grands éditeurs-là, ils sont déjà embolisés déjà par les auteurs maison. Alors que si vous allez chez Albin Michel, Gallimard, Grasset, ils ont déjà plein d'auteurs qui publient chez eux et qui régulièrement leur apportent des manuscrits. Donc, qui bouffent déjà les 3/4 de ce qui va être publié par la maison. C'est déjà des livres d'auteurs qui sont déjà dans la maison. Donc, il y a moins de place pour les nouveaux arrivants. Si en plus, on rajoute que le dernier quart, il va être pris aussi par des gens qui sont déjà célèbres, autrement. Car si vous êtes star de cinéma, si vous êtes un youtubeur en vogue, etc., oui, vous allez sortir votre premier roman, il va être pris chez Gallimard, Grasset, Gallimard, vous en ferez peut-être qu'un. Vous êtes un chanteur en vogue, je ne citerai pas un chanteur très connu qu'on voyait dans les salons du livre qui agaçait tous les auteurs parce qu'ils se croyaient sur une scène dans les salons du livre. J'avais ouvert son bouquin, ça m'était tombé des mains dès la première page, on sentait vraiment qu'il avait été pris uniquement parce qu'il s'appelait machin. Bon, ça, vous ne pourrez pas l'empêcher, effectivement. Les éditeurs, ils savent que sur un nom, ils vont vendre des bouquins. Donc ça, ils vont le faire. Bon, le type, il a disparu. Hein. Il avait publié 2 bouquins. Il y a eu l'effet truc. Il a vendu. Maintenant, il n'en publie plus et il a disparu du truc. Et donc, du coup, voilà, chez les grands éditeurs, les 3/4 sont pris par les gens qui sont déjà en place. Dans le quart qui reste, il y a une bonne partie qui va être prise par des gens célèbres qui vont donner leurs manuscrits et qui vont être publiés parce qu'ils sont célèbres. Il vous reste une toute petite place. C'est pour ça qu'au final, ça se transforme en 98% des livres envoyés par la poste qui vont être refusés. Donc c'est pour ça qu'il faut être conscient de ça et c'est pour ça que pour pas être trop miné par les refus, c'est important de pratiquer. En fait, moi, en tout cas, c'est la recette que je faisais. C'est-à-dire que je pratiquais par vague comme Béatrice, mais dans la première vague, je mettais 33%, un tiers de petits éditeurs que j'avais repérés, un tiers de moyen éditeur, un tiers de grand éditeur. Pour pas qu'il y ait trop de temps qui se passe avec trop de refus. Et si voilà, au bout d'un moment, s'il y a un peu de talent, etc., vous avez quand même de grandes chances d'être repéré. Si c'est pas par un grand éditeur, peut-être par un moyen ou peut-être par un petit. Voilà, encore une fois, l'exemple de ma fratrie, elle est vraiment, elle éclaire ça. Hein. On est 3 gros lecteurs, 2 dedans qui écrivent, 2 frères qui écrivent sur les 3 frères. On ne connaît personne dans le monde d'édition. On envoie nos manuscrits par la poste et on est tous les 2. On a fini chez des grands éditeurs parisiens. Donc, je suis désolée, Eric, on va conclure. Je suis navrée, on va pas pouvoir prendre d'autres questions. En revanche, nos 2 conférenciers seront dehors.
c'est le vôtre. Ils seront dehors, donc encore disponibles pour des échanges autour d'un petit buffet. Je pense qu'on peut les remercier chaleureusement pour leur intervention ce soir, encore très enrichissante. Merci beaucoup, Béatrice. Merci encore, Éric.